Son millionnaire a été volé par une femme sans abri en plein milieu de la rue. Lorsqu'il l'a suivi, il a été choqué de voir ce qu'elle a fait de l'argent. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. La fin d'après-midi a apporté un silence inhabituel dans la petite maison louée d'Isabella, brisée seulement par le bruit des petites roues de la voiture jouet que Luc, son fils de 6 ans, poussait avec enthousiasme sur le sol. Il imitait les bruits de moteur avec sa bouche, mimant des voitures de course, tandis que sa mère regardait le garçon immobile, sans savoir comment commencer la conversation qui changerait leur vie à jamais. Le sourire innocent de Luc contrastait douloureusement avec le poids écrasant qu'Isabella ressentait dans sa poitrine. Elle savait qu'en quelques minutes, elle devrait briser l'illusion de stabilité que son fils croyait avoir. Chaque seconde qui passait rendait la tâche plus difficile et elle sentait les larmes brûler au coin de ses yeux. Finalement, Isabella s'est agenouillée à côté du garçon, interrompant son jeu. Luc la regarda avec curiosité, inclinant la tête sur le côté comme il le faisait toujours lorsqu'il savait que quelque chose d'important allait être dit. Luc commença Isabella, sa voix faiblissant en prononçant le nom de son fils. Elle avala difficilement, goûtant l'amertume de la culpabilité. « Mon fils, maman doit te dire quelque chose. C'est quelque chose de difficile, mais tu dois le savoir. » La confusion sur le visage de Luc fit battre le cœur d'Isabella encore plus fort et elle hésita un instant avant de continuer. « J'ai perdu notre maison. J'ai fait quelque chose de très mal. J'ai fait un pari et maintenant nous n'avons nulle part où vivre. » Luc laissa tomber la voiture et cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce que sa mère disait. « Allons-nous quitter cet endroit ?» demanda-t-il, sa voix remplie d'innocence. « Mais j'aime cette maison, maman. Où allons-nous vivre ?» Les questions simples et directes du garçon firent s'effondrer Isabella. Elle se couvrit le visage de ses mains, des sanglots s'échappant incontrôlablement, tandis que Luc la regardait, effrayé et incertain de ce qu'il fallait faire. Il s'approcha d'elle, posant ses petites mains sur les épaules de sa mère. « Ne pleure pas, maman. Je peux aider. Je n'ai pas besoin de beaucoup de jouets. Je peux ranger mes affaires dans un sac à dos. Nous pouvons vivre n'importe où, non ?» Les paroles réconfortantes de Luc n'ont fait qu'intensifier les pleurs d'Isabella. Elle étreignit le garçon fermement, se sentant complètement vaincue. « Je suis désolée, mon amour. Je voulais juste te donner une vie meilleure, mais j'ai fini par tout perdre. Je voulais que les choses soient différentes. » Sa voix tremblait et les sanglots rendaient son discours difficile, mais Luc continua de la serrer comme s'il était celui qui essayait de la protéger. Isabella voulait croire qu'il y avait une issue, mais la réalité était implacable. Elle avait perdu la maison à cause d'une dette qu'elle ne pouvait pas payer et maintenant l'avenir semblait être un gouffre sombre sans fond. Le son de pas fermes résonnant de l'extérieur interrompit le moment, figant Isabella. Elle relâcha Luc et regarda vers la porte, le cœur battant la chamade. Avant qu'elle ne puisse réagir, la porte s'est ouverte en grand, révélant la silhouette grande et imposante d'Enrique, l'homme qui avait pris sa maison. Il était vêtu d'un costume impeccable, son expression aussi froide que de la glace et ses yeux sombres fixés sur Isabella comme s'il s'agissait d'une proie acculée. Luc s'accrocha au bras de sa mère, surpris par l'entrée soudaine de cet étranger, tandis qu'Isabella se leva instinctivement, se plaçant entre son fils et l'homme. « Tu pensais pouvoir t'enfuir » dit Isabella. Enrique, avec sa voix profonde remplissant la pièce, fit un pas en avant, observant l'intérieur simple de la maison comme s'il en était déjà propriétaire. Tu as perdu le pari, tu as perdu la maison et maintenant tu es ici en train de pleurer comme si cela allait m'émouvoir. Il n'y a pas de place pour les larmes, Isabella. Je suis ici pour m'assurer que tu quittes cette maison demain. C'était notre condition et je n'accepte pas d'excuses. Isabella sentit ses jambes trembler mais tenta de garder son calme. S'il vous plaît, monsieur Enrique, implora-t-elle, sa voix pleine de désespoir. J'ai juste besoin de plus de temps. Je paierai, je le jure. Ne prends pas mon fils. Nous n'avons nulle part où aller. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Sa main tremblait alors qu'elle tenait fermement Luc, comme s'il pouvait lui être arraché à tout moment. Enrique, cependant, resta impassible, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Tu as déjà eu toutes les chances du monde, Isabella. Et qu'as-tu fait avec elle? Tu as parié et perdu, maintenant tu n'as plus rien, et ce n'est pas mon problème. Je fais preuve de générosité en te donnant une nuit de plus, considère-le comme un cadeau anticipé. Il jeta un coup d'œil rapide à Luc, qui se cachait toujours derrière sa mère, et son expression se durcit. Et ne me regarde pas comme ça, garçon. Le monde n'est pas juste et tu le comprendras tôt ou tard. Isabella commença à pleurer à nouveau.
Mais Enrique se détourna pour partir, ignorant ses sanglots. Demain, dit-il sans regarder en arrière. J'espère que vous avez fait vos valises. Ne me forcez pas à revenir avec des policiers. Il partit en claquant violemment la porte, laissant un silence oppressant dans la maison. Luc tira sur l'ourlet des vêtements d'Isabella, levant les yeux vers elle avec des larmes aux yeux. « Maman, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant » demanda-t-il, sa voix tremblante. Isabella n'eut pas de réponse. Elle s'agenouilla simplement et serra Luc dans ses bras, essayant de transmettre un sentiment de sécurité qu'elle ne ressentait pas elle-même. Et alors que l'écho des paroles d'Enrique remplissait encore la pièce, Isabella savait que la nuit à venir serait la plus longue de leur vie. L'aube apporta avec elle un sentiment d'inévitabilité. Le petit confort que la maison d'Isabella offrait avait déjà été submergé par le poids de ce qui allait arriver. Enrique n'attendit pas une minute de plus que ce qu'il avait promis. Quand l'horloge marquait à peine 8 heures du matin, il apparut à la porte accompagné de 2 hommes à la posture rigide, semblant prêts à exécuter les ordres sans poser de questions. Isabella, déjà réveillée et visiblement bouleversée, savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Elle avait passé la nuit éveillée à essayer de penser à une solution, mais toutes les possibilités semblaient s'évaporer face à la réalité brutale qu'Enrique apportait avec lui. « Il est temps de partir » dit Enrique d'une voix ferme et sans la moindre trace de compassion. Il pointa la sortie, ignorant Luc qui tenait fermement la main de sa mère, les yeux grands ouverts et remplis de peur. « J'espère que vous avez fait vos valises parce que nous n'allons pas perdre de temps. Le délai est écoulé, s'il vous plaît, monsieur Enrique. » Isabella supplia, essayant de retenir les larmes qui commençaient à couler. « Ne nous faites pas ça. J'ai un jeune fils, nous n'avons nulle part où aller. Pour l'amour de Dieu, donnez-nous juste quelques jours de plus, je trouverai un moyen de payer. » Enrique laissa échapper un rire court et méprisant. « Vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? Ce n'est plus une question de temps ou d'argent, Isabella. Vous avez perdu et il est maintenant temps d'accepter les conséquences. » Il fit signe aux 2 hommes qui avançaient dans la maison. « Sortez-les et assurez-vous de ne rien laisser derrière vous. » Luc commença à pleurer, cachant son visage dans le manteau d'Isabella. « Maman, je ne veux pas y aller, je ne veux pas quitter cet endroit » cria-t-il, tandis que l'un des hommes attrapait Isabella par le bras et la tirait vers la porte. Elle tenta de résister mais était trop petite et frêle pour lutter contre la force brute de ces hommes. « S'il vous plaît, ne faites pas ça » cria-t-elle en regardant Enrique, mais il se contenta d'observer la scène avec la froideur de quelqu'un habitué à écraser les espoirs des autres. En quelques minutes, Isabella et Luc étaient sur le trottoir avec un petit sac contenant ce qu'elle avait réussi à sauver en hâte. La porte de la maison était verrouillée et Enrique jeta un dernier regard sur eux avant de monter dans sa voiture. « Bonne chance là-bas » dit-il avec un sourire cynique. « La vie n'est pas facile, mais peut-être que cela vous apprendra à ne pas jouer avec ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. » Isabella regarda la voiture d'Enrique s'éloigner, la laissant seule avec Luc dans la rue. Le garçon sanglotait en serrant la main de sa mère pendant qu'elle essayait de réfléchir à la suite, mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, un groupe d'hommes apparut au coin de la rue. Isabella sentit son sang se glacer en reconnaissant leur visage. C'étaient les mêmes hommes avec qui elle avait parié sa maison, des figures ombragées qui portaient un air de danger dans chaque mouvement. Le chef du groupe, un homme nommé Renato, s'approcha avec un sourire triomphant, ses yeux évaluant Isabella de la tête aux pieds. « Bonjour Isabella » dit Renato sur un ton presque amical, bien que la menace dans sa voix soit incontestable. « Je vois qu'Enrique a déjà fait son travail, comme c'est commode pour nous. Maintenant, vous êtes exactement où vous devriez être. » Isabella fit un pas en arrière, protégeant Luc avec son corps. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Vous m'avez déjà tout pris, il ne vous reste rien à prendre. » Renato laissa échapper un rire léger, secouant la tête. « Ah, Isabella, toujours si dramatique. Mais tu as raison, tu n'as plus rien de valeur, et au moins rien de matériel. » Il fit un pas en avant et les autres hommes suivirent, formant un cercle autour d'Isabella et Luc. « Mais nous avons encore un accord et je veux m'assurer que vous ne disparaissiez pas sans tenir votre part. » Isabella, les larmes coulant à nouveau, répondit « Je veux juste protéger mon fils. Ne nous faites plus de mal. Je travaillerai, je vous paierai. J'ai juste besoin de temps. » Renato inclina la tête comme s'il considérait l'offre. « Travailler, payer, tu penses que des mots vides vont résoudre ça? Non, Isabella. Nous avons parié et tu as perdu. Ce qui se passe ensuite dépend de la manière dont tu vas gérer ça. » Luc regarda les hommes avec des yeux craintifs, s'accrochant encore plus fort à sa mère. « Maman, qui sont-ils? Vont-ils nous faire du mal ?» demanda-t-il, sa voix faible. Isabella tenait le visage de Luc,
essayant de cacher la panique qu'elle ressentait. Non, mon amour, dit-elle, bien qu'elle n'était pas sûre de ses propres mots. Je ne laisserai personne te faire du mal. Renato laissa échapper un soupir exagéré, comme s'il était fatigué de la scène. Isabella, laisse-moi te donner un conseil gratuit. Arrête de prétendre que tu peux protéger ton fils. Tu ne peux même pas te protéger toi-même. Trouve un moyen de rembourser ce que tu dois ou les choses vont devenir beaucoup pires pour toi, compris? Isabella le regarda, le désespoir la prenant. Elle savait que Renato ne faisait pas de menaces en l'air, mais elle savait aussi qu'elle n'avait plus d'option. Tandis que lui et les autres hommes s'éloignaient en riant et en discutant entre eux, Isabella tomba à genoux sur le trottoir, serrant Luc fermement. « Je trouverai un moyen », se promit-elle, bien que le doute dans son esprit soit écrasant. « Je ne les laisserai rien nous prendre de plus. Mais comment puis-je gagner un jeu qui est si déséquilibré contre moi ?» Et alors que le soleil se levait dans le ciel, illuminant la ville d'une lumière indifférente, Isabella réalisa que le véritable poids de ses choix commençait seulement à se faire sentir. L'avenir pour elle et Luc était incertain, mais une chose était claire, elle devait se battre, même si elle ne savait pas comment. Les jours passaient en un flou dans la vie d'Isabella et de Luc. La petite chambre qu'ils avaient réussi à louer avec les maigres économies d'Isabella était exiguë et froide, un rappel constant de leur nouvelle réalité. Les nuits étaient marquées par le silence, interrompues par les sanglots silencieux d'Isabella, tandis que Luc essayait d'être fort même sans comprendre pourquoi tout avait changé si soudainement. L'esprit d'Isabella était un champ de bataille et chaque pensée était une flèche empoisonnée portant les visages d'Enrique et de Renato, les mots coupants de leurs humiliations et les menaces qui planaient toujours sur elle. Luc, d'autre part, observait sa mère avec une inquiétude grandissante. Il savait que quelque chose n'allait pas, même si sa mère essayait de cacher la gravité de la situation. Il voyait son expression lorsqu'elle regardait le plafond, ses yeux fixés sur un point vide, comme si elle luttait contre quelque chose d'invisible. « Je dois aider », pensa-t-il, déterminé. Luc savait qu'il n'était ni fort ni grand, mais il croyait qu'il pouvait faire quelque chose, n'importe quoi pour alléger le poids qu'il voyait chez Isabella. Un matin, alors qu'Isabella était distraite à organiser des papiers, Luc mit sa chemise la plus propre, bien qu'usée, et quitta la chambre sans que sa mère ne le remarque. Il marcha dans les rues animées du centre-ville où des gens de toute classe passaient en hâte, les yeux vigilants. Luc cherchait quelque chose qu'il pourrait faire. « Si je peux trouver un travail, peut-être que nous pourrons acheter plus de nourriture, pensa-t-il. Il avait encore faim chaque jour, mais n'en disait rien pour ne pas inquiéter sa mère. Après avoir marché pendant un certain temps, Luc vit une épicerie avec des portes vitrées et des étagères pleines de produits colorés. Un homme corpulent en tablier blanc était derrière le comptoir, servant les clients. Luc prit une profonde inspiration et entra dans le magasin, hésitant un instant avant de s'approcher du comptoir. « Excusez-moi, monsieur », commença Luc, essayant de paraître confiant bien que sa voix tremblait un peu. « Je voulais savoir si vous avez besoin de quelqu'un pour travailler ici. Je peux aider à ranger les choses, nettoyer, tout ce dont vous avez besoin. » L'homme regarda Luc de haut en bas, évaluant le garçon avec un regard sceptique. « Quel âge as-tu, garçon » demanda-t-il d'un ton sec. « J'ai 6 ans, mais je suis fort » répondit rapidement Luc, essayant de paraître plus âgé qu'il ne l'était. « Je peux porter des choses, nettoyer. Je suis bon pour aider ?» L'homme éclata de rire, un rire court et froid, et secoua la tête en pointant les étagères autour de lui. « Tu penses que je vais embaucher un enfant ? Ce n'est pas un jeu, garçon. Rentre chez toi et arrête de rêver. » Luc resta immobile, sentant son visage devenir chaud de honte, mais il ne voulait pas abandonner si facilement. « S'il vous plaît, monsieur » insista-t-il, sa voix maintenant plus basse. « Je veux juste aider ma maman. Nous n'avons rien et je dois faire quelque chose. Je promets que je ne gênerai pas. » L'homme leva un sourcil en croisant les bras. « Ah, donc c'est ça ? Tu penses que tes larmes vont m'émouvoir ? Écoute, gamin, le monde n'est pas facile. Si toi et ta mère êtes dans la rue, c'est de sa faute, pas de la mienne. Alors dégage avant que je n'appelle la police. » Les mots de l'homme étaient comme des couteaux pour Luc. Il sentit ses yeux se remplir de larmes, mais il essaya de les retenir. Il ne voulait pas paraître faible, ne voulait pas lui donner le plaisir de le voir pleurer. « Désolé de vous déranger » murmura-t-il en baissant la tête, s'éloignant lentement du comptoir. En quittant le magasin, Luc entendit l'homme marmonner quelque chose à un client proche. « Ces gamins des rues pensent qu'ils peuvent tout faire. Ils devraient être à l'école, pas ici à mendier. » Luc sentit les larmes couler sur ses joues alors qu'il courait le long du trottoir, retenant ses sanglots pour ne pas attirer l'attention. Il se sentait petit, inutile, comme si tous ses efforts étaient en vain. « Je voulais juste aider » pensa-t-il, l'esprit rempli de doute.
Il se demandait s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, s'il était vraiment aussi insignifiant que l'homme l'avait fait paraître. La nuit tomba, apportant avec elle le froid mordant qui semblait intensifier le désespoir d'Isabella et de Luc. Ils avaient passé la journée à essayer de trouver de l'aide, n'importe quoi qui pourrait alléger la faim qui les tourmentait. La petite chambre louée était vide et Isabella n'avait aucun moyen d'acheter même un morceau de pain. Les sanglots silencieux de Luc tout au long de la journée avaient brisé le cœur d'Isabella, mais elle savait qu'elle devait essayer quelque chose avec ce dernier espoir. Isabella décida d'aller dans un restaurant du centre-ville. C'était un endroit simple mais fréquenté et elle croyait que quelqu'un pourrait avoir pitié et offrir de la nourriture. Luc, essayons là-bas, dit-elle en tenant la main de son fils. Elle le regarda en voyant la pâleur sur son visage et ses yeux enfoncés et fatigués. Peut-être qu'ils nous aideront. Nous ne pouvons pas abandonner. Luc hocha la tête, bien que son petit cœur soit lourd. Il avait été humilié tant de fois ces derniers jours qu'il avait peur d'entendre un autre refus. Mais la faim était plus forte que la peur et il suivit sa mère au restaurant, sentant ses jambes devenir plus faibles à chaque pas. Lorsqu'ils entrèrent dans la chaleur de l'environnement, cela les enveloppa un instant, offrant une illusion de confort. Isabella s'approcha du comptoir où un employé nettoyait la vaisselle et discutait avec un autre employé. Elle prit une profonde inspiration, essayant de trouver les bons mots. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix basse et pleine d'hésitation. Je suis la mère de ce garçon et nous traversons une période très difficile. Nous n'avons rien à manger. Pourriez-vous nous aider avec quelques restes ? N'importe quoi serait suffisant. » L'employé, un homme d'âge moyen avec une expression fatiguée, la regarda un moment comme s'il réfléchissait à la demande. Il secoua lentement la tête en essuyant ses mains sur son tablier. « Désolé, madame, dit-il d'un ton poli mais distant. Nous ne pouvons pas aider. Nous ne donnons pas de nourriture gratuite ici. » Isabella sentit son visage brûler de honte, mais elle ne voulait pas abandonner. « S'il vous plaît, insista-t-elle, ses yeux commençant à se remplir de larmes. Je promets que je ne veux pas causer de problème. Nous sommes juste très affamés. Mon fils n'a pas bien mangé depuis des jours. J'ai juste besoin d'un peu d'aide, juste cette fois-ci. » Avant que l'employé ne puisse répondre, un autre employé s'approcha, un homme plus jeune avec une expression dure. Il portait un plateau et jeta un regard méprisant à Isabella et Luc. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il en claquant le plateau sur le comptoir. « Encore ces gens qui veulent de la nourriture gratuite ? N'est-ce pas suffisant que nous ayons à traiter avec les clients ?» Le premier employé essaya d'intervenir. « Elle demande juste de l'aide, dit-il. »« Peut-être que nous pouvons donner quelque chose, répliqua-t-il, mais l'autre employé l'interrompit en frappant son poing sur la table, faisant vibrer les couverts sur le plateau. « Pas question. Si nous commençons à donner de la nourriture gratuite, nous allons devenir un refuge pour mendiants. Ce n'est pas notre problème s'ils ne peuvent pas se permettre de manger. C'est une entreprise, pas une œuvre de charité. » Luc, qui tenait fermement la main de sa mère, fit un pas en arrière, les yeux remplis de larmes. « Maman, murmura-t-il d'une voix étranglée, laisse-le, ils ne veulent pas aider. » Isabella regarda l'employé, son visage marqué par l'humiliation, mais quelque chose en elle la poussa à rester. « Tu n'as pas à être cruel, dit-elle en essayant de paraître ferme, bien que sa voix tremblât. Je demande juste un peu de compassion. Nous sommes des êtres humains et mon fils ne mérite pas d'être traité ainsi. » L'homme éclata de rire, un son sec et amer. « Humain ? Vous n'avez même pas l'air humain. Si vous l'étiez, vous auriez de l'argent pour payer votre nourriture. Maintenant, dégage avant que je n'appelle quelqu'un pour vous faire partir. » Il se pencha en avant, regardant directement Luc. « Et toi, garçon, tu apprendras tôt que le monde n'est pas pour les faibles. Si tu veux quelque chose, tu dois te battre pour l'obtenir. Arrête de te cacher derrière le jupe de ta mère. » Les paroles de l'employé étaient comme des couteaux qui transperçaient le cœur d'Isabella. Elle tira Luc près d'elle, l'enveloppant dans une étreinte protectrice. « Ça suffit, dit-elle d'une voix basse mais pleine de douleur. Vous nous avez assez humiliés, allons y feu. » En quittant le restaurant, Isabella sentit les regards des autres clients peser sur elle. Certains semblaient curieux, d'autres mal à l'aise, mais personne ne prononça un mot. Le poids de l'indifférence faisait mal autant que les paroles cruelles de l'employé. Dehors, la froide nuit les enveloppa de nouveau et Luc commença à pleurer en cachant son visage dans son manteau. « Je voulais juste un peu de nourriture, maman, dit-il entre deux sanglots. Je voulais juste que nous ne soyons plus affamés. Pourquoi doivent-ils être si méchants ?» Isabella tenait le visage de son fils, essayant de retenir ses propres larmes. « Luc, écoute, dit-elle, sa voix brisée mais pleine de détermination.
Le monde peut être cruel, mais tu ne dois jamais laisser cela enlever ta gentillesse. Tu es meilleur qu'eux, mon amour. Peu importe ce qui se passe, n'arrête jamais d'être qui tu es. Luc hocha la tête, bien qu'il pleura encore, et les deux continuèrent à marcher dans la rue sombre. Isabella essaya de réfléchir à ce qu'elle devait faire ensuite. Elle savait que quelque chose devait changer. Il ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, mais elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle trouverait la force de faire face à ce qui allait venir. Le froid de la nuit semblait encore plus mordant lorsqu'Isabella et Luc retournèrent dans la petite chambre louée. Luc, épuisé, tenait fermement la main de sa mère, ses sanglots résonnant encore dans son esprit. Isabella, malgré tout le désespoir, restait forte pour lui, même quand tout en elle criait pour un moment de soulagement. Juste un jour de plus, pensa-t-elle. Je dois juste tenir bon un jour de plus. Mais au fond d'elle, elle ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir cette promesse. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre, le silence et le vide les accueillirent comme toujours. Luc alla directement au petit lit de fortune dans le coin sans dire un mot, tandis qu'Isabella s'assit sur la chaise en bois usé près de la table, la faim lui faisant mal au ventre, mais la culpabilité faisait mal encore plus. « Je lui ai échoué » murmura-t-elle en regardant les murs nus qui semblaient se refermer sur elle. Chaque sanglot étouffé de Luc était un rappel de tout ce qu'elle avait perdu et de comment elle était piégée dans un cycle de défaite. C'est alors que son téléphone vibra. Le son semblait déplacé, un bruit inattendu qui brisa le silence de la pièce. Isabella prit l'appareil avec des mains tremblantes, à peine capable de croire que quelqu'un la contacterait. Lorsqu'elle ouvrit le message, ses yeux s'écarquillèrent et elle lut le texte encore et encore, comme si elle avait peur de l'imaginer. « Félicitations, vous avez reçu un montant en attente élevé. Vérifiez votre compte pour les détails. » Pendant un moment, elle resta complètement immobile, le téléphone presque glissant de ses mains. « Est-ce réel » murmura-t-elle, sa voix faiblissant. Un tourbillon d'émotions l'envahit, incrédulité, soulagement, euphorie. Elle ouvrit l'application bancaire et vit le solde mis à jour. L'argent était là, c'était vrai. « Luc !» s'exclama Isabella, se levant brusquement. Son visage s'illumina d'une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. « Luc, mon amour, réveille-toi. J'ai une nouvelle incroyable. » Luc, somnolent, leva lentement la tête en se frottant les yeux. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» demanda-t-il d'une voix basse et fatiguée. « Il s'est passé quelque chose ?» Isabella tomba à genoux à côté de lui, tenant le visage de son fils dans ses mains et souriant comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. « Oui, mon amour. Nous avons reçu une bénédiction. Nous avons de l'argent maintenant. Nous pouvons manger, nous pouvons sortir d'ici, nous pouvons recommencer. » Luc cligna des yeux, essayant de comprendre ce que sa mère disait. « Vraiment ? Tu dis la vérité, maman ?» Il se redressa sur le lit, ses yeux commençant à briller d'un éclat d'espoir. « Oui, mon fils, dit-elle, les larmes coulant, mais cette fois elle n'était pas de tristesse. C'est réel. Allons dehors maintenant et achetons de la nourriture. Tu mangeras ce que tu veux, tout ce dont tu as toujours rêvé. » Luc sauta hors du lit, son visage s'illuminant d'un sourire qu'Isabella n'avait pas vu depuis des semaines. Il lui prit la main, à peine capable de contenir son excitation. « Alors allons-y, maman. Je veux manger un hamburger et des frites. Pouvons-nous acheter un dessert aussi ?» Isabella rit, le son paraissant presque étrange dans sa propre voix, comme si elle avait oublié ce que c'était que de rire. « Nous achèterons tout ce que tu veux, Luc. Aujourd'hui est notre jour. » Cette nuit-là, la petite table de la chambre était couverte de nourriture, hamburgers, frites, un soda et même un morceau de gâteau au chocolat que Luc ne pouvait pas s'empêcher de regarder avec avidité. Isabella regarda son fils manger avec enthousiasme, chaque bouchée étant une victoire pour elle. C'était un moment simple, mais pour eux deux, c'était un luxe qui avait semblé inaccessible il n'y a pas si longtemps. « Maman, dit Luc, la bouche encore pleine, tu es la meilleure maman du monde. Je savais que tu y arriverais. » Il tendit le morceau de gâteau vers elle. « Tu en veux ? C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé. » Isabella sourit en prenant un petit morceau. « Non, mon amour, aujourd'hui c'est tout pour toi. Je veux que tu manges jusqu'à ce que tu sois rassasié, jusqu'à ce que ton petit ventre ne puisse plus le contenir. » Elle rit, ressentant une vague de gratitude qui semblait réchauffer chaque partie de son corps. La nuit était calme dans la petite chambre louée. Isabella regarda Luc dormir paisiblement, un léger sourire sur ses lèvres, probablement encore en train de rêver du repas qu'il venait de manger. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une pointe de soulagement, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Avec l'argent qu'elle avait reçu, elle avait déjà élaboré un plan pour le lendemain, acheter de nouveaux vêtements pour Luc,
rembourser une partie du loyer en retard et peut-être même déménager dans un meilleur endroit. Mais ce sentiment de paix ne dura pas longtemps. Un bruit abrupt de pas résonna dans le couloir, suivi de forts battements sur la porte. Isabella sentit un frisson parcourir son échine. Qui ça peut bien être à cette heure-ci, pensa-t-elle, le cœur battant. Avant qu'elle ne puisse se lever pour vérifier, la porte fut arrachée avec fracas. Richard entra, l'expression de fureur et d'arrogance gravée sur son visage. Il avait l'air plus menaçant que jamais, son regard scrutant la pièce. « Bonsoir, Isabella, dit-il d'une voix chargée de sarcasme. J'espère que je n'interromps rien d'important. » Il regarda Luc qui s'était réveillé, surpris par le bruit, puis se tourna de nouveau vers Isabella. « Alors, j'ai entendu dire que tu as eu de la chance, que tu as reçu de l'argent, n'est-ce pas? Comme c'est pratique pour nous maintenant, tu es exactement où tu devrais être. » Isabella était paralysée un instant, incertaine de comment il avait découvert l'argent. Son instinct immédiat était de protéger Luc, qui s'accrochait maintenant à son bras, les yeux grands ouverts. « Richard, tu n'as aucun droit d'entrer comme ça, dit-elle en essayant de paraître ferme, bien que sa voix tremblât. S'il vous plaît, partez maintenant. Vous n'avez rien à voir avec ce qui m'arrive. » Richard laissa échapper un rire cynique, croisant les bras en faisant quelques pas vers elle. « Rien à voir avec toi, répéta-t-il. Oh, Isabella, comme tu es naïve. J'ai toujours quelque chose à voir avec toi, surtout quand cela implique de l'argent. Maintenant, sois une bonne fille et remets-moi tout. Après tout, tu sais que ce n'est pas vraiment à toi. » Isabella recula, tenant Luc près d'elle. « Cet argent est pour moi et mon fils, dit-elle en essayant de rester calme. Nous n'avons plus rien. » Richard, montre un peu d'humanité, implora Isabella. Richard fit un pas de plus, l'expression de mépris sur son visage devenant encore plus évidente. « L'humanité ne paye pas les factures, Isabella. Tu as tout perdu pour moi dans le pari. Souviens-toi, cet argent est juste un petit paiement pour ce que tu me dois encore. Alors ne complique pas les choses. » Isabella sentit les larmes commencer à monter, mais elle cligna rapidement des yeux, essayant de rester forte. « Je paierai ce que je dois, dit-elle, sa voix étranglée. Mais j'ai besoin de cet argent maintenant. C'est pour mon fils. Ne nous enlève pas ça, s'il te plaît. » Richard s'approcha encore plus près d'elle, sa voix devenant plus basse mais toujours chargée de menaces. « Écoute bien, Isabella. Je ne vais pas partir d'ici sans l'argent. Soit tu le transfères maintenant, soit tu le regretteras. Et quant à ce fils que tu as, c'est ta responsabilité, pas la mienne. N'utilise pas cela comme excuse. » Luc commença à pleurer doucement, s'accrochant au manteau de sa mère. « Maman, s'il te plaît, murmura-t-il. Ne le laisse pas te faire du mal. » Isabella regarda le visage de Luc et sentit une colère croissante mêlée de désespoir. Elle savait que Richard ne bluffait pas. Il n'était pas le genre d'homme à laisser passer les choses et elle ne pouvait pas risquer qu'il fasse quelque chose de pire. Tremblante, elle prit son téléphone et ouvrit l'application bancaire. « D'accord, dit-elle, ses doigts tremblants en tapant. Je vais transférer l'argent, mais s'il te plaît, Richard, après ça, laisse-nous tranquilles. » Richard regarda avec un sourire satisfait, les bras croisés, alors qu'il la voyait terminer le transfert. « Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas, dit-il. » Dès que le son de la confirmation de la transaction résonna dans la pièce, il prit son téléphone, vérifia que tout avait été fait correctement, puis lui rendit l'appareil. « Maintenant, tu vois, Isabella. J'espère vraiment que cela t'a appris une leçon. Ne pense pas que tu peux t'échapper de moi si facilement. » Il se retourna pour partir, mais avant d'ouvrir la porte, il se retourna, jetant un dernier regard à Luc. « Oh, et garçon, dit-il avec un sourire cruel, profite de ce que ta mère peut encore faire pour toi, parce qu'à la fin, le monde ne te donnera rien. » Lorsqu'il partit enfin en claquant violemment la porte, Isabella tomba à genoux sur le sol, les larmes coulant librement. Luc serra fermement sa mère, essayant de comprendre ce qui s'était passé. « Maman, pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il pris notre argent ?» Isabella le serra, essayant de le calmer, mais les mots ne sortaient pas. Elle sentit le désespoir la reprendre, mais cette fois accompagnée de quelque chose d'autre, une détermination féroce. Elle ne pouvait plus laisser Richard contrôler leur vie. Quelque chose devait changer et cette fois, elle était prête à faire tout ce qu'il faudrait pour protéger Luc et retrouver sa dignité. Les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois. La lutte constante de Isabella pour s'occuper de Luc et faire face aux défis que la vie cruelle mettait sur son chemin commençait à faire effet. L'étincelle dans ses yeux s'estompa progressivement et son corps commença à montrer des signes que quelque chose n'allait pas. Elle cachait les symptômes de Luc autant qu'elle le pouvait, forçant des sourires tout en essayant de maintenir la routine, mais la fatigue et la douleur étaient difficiles à ignorer.
Luc, maintenant âgé de 7 ans, remarqua les changements chez sa mère. Il la voyait tousser fréquemment, se coucher plus souvent et se déplacer avec difficulté. « Maman, ça va ?» demandait-il, la voix pleine d'inquiétude, en la regardant s'asseoir à la table en se tenant la poitrine. « Tu as l'air si fatigué, tu as besoin de te reposer. » Isabella caressait le visage de son fils, lui offrant un sourire las mais aimant. « Je vais bien, mon amour, » disait-elle en essayant de le convaincre. « Je suis juste un peu fatiguée, mais je vais me rétablir, je te le promets, tout ira bien. » Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas vrai. Elle ressentait le poids de la faim approcher comme une ombre l'enveloppant lentement et sans relâche. Les jours devenaient plus difficiles. Isabella ne pouvait plus sortir travailler et l'argent qu'ils avaient commencé à manquer. Luc faisait ce qu'il pouvait pour prendre soin d'elle du mieux qu'il savait. Il faisait chauffer de l'eau pour le thé, apportait des couvertures et essayait même de trouver quelque chose à manger. « Maman, je peux aller chercher de la nourriture », disait-il souvent, mais Isabella secouait la tête en refusant. « Non, Luc, tu fais déjà assez. Reste ici avec moi par une nuit froide. » Une nuit, Isabella se réveilla avec une respiration laborieuse et une vision floue. Elle regarda Luc qui dormait à ses côtés sur le petit matelas qu'ils partageaient et ressentit une pointe de culpabilité mêlée d'amour. « J'aurais aimé pouvoir faire plus, » pensa-t-elle en laissant couler des larmes silencieuses sur son visage. « J'aurais aimé pouvoir lui offrir une vie meilleure, de la sécurité, de l'espoir, mais surtout, j'aurais aimé avoir plus de temps. » Luc se réveilla au son de la toux faible d'Isabella et se précipita à son chevet. « Maman, que dois-je faire? Veux-tu de l'eau? Je peux en chercher, » dit-il d'une voix pleine d'urgence mais aussi de peur. Il savait, même s'il essayait de le nier, que quelque chose de très mauvais se passait. Isabella prit la main de Luc avec les maigres forces qui lui restaient. « Luc, » commença-t-elle d'une voix basse et fragile, « j'ai besoin que tu sois fort maintenant. Tu es la lumière de ma vie, ma plus grande fierté. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, mon amour. N'oublie jamais cela. » Luc se mit à pleurer, serrant sa main fortement. « Ne parle pas comme ça, maman. Tu vas t'en sortir, je prendrai soin de toi comme tu as pris soin de moi, s'il te plaît, ne me laisse pas seule. » Isabella sentit son cœur se briser aux mots de Luc. Elle souhaitait plus que tout pouvoir promettre de rester, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. « Tu ne seras jamais seul, Luc, » dit-elle en larmes, « je serai toujours avec toi dans ton cœur et tu es fort, plus fort que tu ne le sais. Je sais que tu trouveras un moyen parce que tu es spécial. Peu importe ce qui se passe, n'arrête jamais de croire en toi. » Luc sanglotait, tenant la main de sa mère contre son visage. « Maman, s'il te plaît, ne pars pas. J'ai besoin de toi », sa voix chargée de désespoir. Mais Isabella savait qu'elle n'avait plus la force de continuer. Elle le regarda une dernière fois, ses yeux remplis d'amour et de tristesse. « Je t'aime, Luc. N'oublie jamais cela, » dit-elle d'une voix faiblissante. « Tu es mon monde et je serai toujours avec toi, mon ange. » Avec ces mots, Isabella ferma les yeux et sa main se détendit dans celle de Luc. La pièce tomba dans le silence, à l'exception des sanglots désespérés du garçon. Il serra le corps de sa mère, refusant d'accepter ce qui venait de se passer. « Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Ne me laisse pas, » murmura-t-il. Cette nuit-là fut la plus longue de la vie de Luc. Il resta aux côtés d'Isabella, tenant sa main comme si cela pouvait la ramener. Le monde semblait s'être complètement effondré autour de lui, le laissant seul dans une obscurité insupportable à supporter. Mais même au milieu de cette douleur insupportable, les derniers mots d'Isabella résonnaient dans son esprit, « Tu es fort. » Bien que Luc ne sache pas comment, il se promit de trouver un moyen d'honorer la mémoire de sa mère et de survivre. Les années passèrent, mais les cicatrices émotionnelles de Luc restèrent aussi vives que le jour où il avait perdu sa mère. La douleur de l'avoir vu partir, combinée aux humiliations qu'ils avaient endurées ensemble, façonna chaque aspect de sa personnalité. Il n'oublia jamais les yeux froids et les paroles cruelles de Richard, ni les derniers mots d'amour et de force d'Isabella. Mais le vide laissé derrière semblait impossible à combler. Après des mois à errer entre des refuges et les rues, Luc fut placé dans un orphelinat. Là, son intelligence naturelle et son éclat attirèrent l'attention de nombreux adultes, mais il ne permettait à personne de s'approcher vraiment. Il vivait dans un état de défense constant, avec des yeux toujours méfiants et une barrière émotionnelle qui tenait même les bien intentionnés à distance. C'est dans ce contexte qu'un millionnaire nommé Augusto reconnut le potentiel de Luc. Augusto était un homme puissant, habitué à prendre des décisions rapides et calculées. Lorsqu'il vit Luc, il vit plus qu'un garçon perdu, il vit un esprit brillant et une détermination féroce,
quelque chose qui, selon lui, pouvait être affiné. Il décida de l'adopter, offrant à Luc une vie de luxe et des opportunités qu'il n'avait jamais imaginées. Au début, Luc hésita, craignant qu'Augusto ne soit comme Richard, mais la faim et l'épuisement de se battre seul le convainquirent d'accepter. Les premiers mois dans le manoir d'Augusto furent un choc pour Luc. Il avait accès à tout, des vêtements de créateur, des repas copieux, des leçons privées et même une chambre décorée avec des meubles élégants. Mais avec le confort venait quelque chose de plus dangereux, l'influence. Augusto croyait que la vie était une compétition et que les faibles méritaient d'être laissés derrière. Il enseigna à Luc que la gentillesse était une faiblesse et que le respect venait du pouvoir et de l'argent. Lentement, Luc commença à changer. Il absorba les leçons d'Augusto, abandonnant la douceur et l'empathie que sa mère avait cultivées. Ce garçon autrefois humble et plein d'espoir était remplacé par quelqu'un qui voyait le monde comme un champ de bataille où seuls les plus forts survivent. « Ne fais confiance à personne », dirait Augusto, « sois toujours le plus intelligent dans la pièce, fais que les autres te craignent ou t'admirent, mais ne les ignore jamais. » Luc devint un adolescent brillant mais arrogant. Il utilisait son intellect pour humilier ses pairs, adoptant une posture de supériorité qu'il avait apprise. Son sourire autrefois doux devenait sarcastique et ses mots, tranchants. Il méprisait les faibles comme s'il vengeait le garçon qu'il avait été autrefois. Mais au fond de lui, il y avait un vide que ni le luxe ni le pouvoir ne pouvaient combler. Une nuit, alors qu'il se promenait dans les couloirs du manoir, Luc trouva une photo d'Isabella qu'il avait cachée parmi ses affaires. Il prit le portrait, fixant les yeux chaleureux de sa mère et ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Je fais ce que je dois pour survivre, maman », murmura-t-il comme pour justifier ses actions. « Je ne peux pas être faible, je ne peux pas être comme avant. » Mais en même temps, il ressentait un malaise grandir en lui. Peu importe combien il essayait d'effacer le passé, le nom de Richard brûlait toujours dans son esprit. Un jour, il pensa, je le trouverai et il paiera pour tout ce qu'il a fait. L'influence d'Augusto continua de l'éloigner de son essence. Il commença à mépriser les nécessiteux, croyant que la pauvreté était le résultat de la faiblesse. « Je ne serai plus jamais comme eux », se disait-il. Pourtant, chaque fois qu'il disait cela, il avait l'impression de trahir la mémoire d'Isabella, qui s'était battue si fort pour le protéger et le garder pur. Le temps passa et Luc devint un jeune homme imposant et prospère, mais la douleur et la haine qu'il portait en lui le consumèrent. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il sentait qu'il avait perdu quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'il ne savait pas comment récupérer. Et tout ce temps, le désir de trouver Richard et de régler ses comptes grandissait comme une ombre guidant chaque pas de son parcours. Luc grandit et devint un homme qui commandait le marché financier avec la même capacité froide et calculatrice qu'il avait apprise d'Augusto. Sa présence dans n'importe quelle pièce était intimidante, sa voix portait l'autorité et sa richesse semblait illimitée. Il avait construit un empire grâce aux opportunités que l'adoption lui avait offertes, mais chaque victoire était entachée par un sentiment de vide. Il avait de l'argent, du pouvoir et de l'influence, mais il n'avait pas de paix. Pendant ce temps, Richard, maintenant un homme plus âgé, poursuivait sa trajectoire de destruction. Il avait échangé les rues contre des bureaux sophistiqués et des contrats implacables, mais l'essence de ses actions restait la même, s'enrichir aux dépens des autres souffrants. Richard n'avait aucun remords, seulement le plaisir de voir les faibles tomber dans ses pièges. Il avait mis en place un réseau d'entreprises obscures, y compris des sociétés de prêts frauduleux et des casinos clandestins où la ruine de familles entières était le principal produit. Dans un petit quartier de la ville, Madame Amanda, une dame retraitée, était assise au bord de son lit, tenant un avis d'expulsion dans ses mains. Elle avait contracté un prêt avec l'une des sociétés de façade de Richard, croyant aux promesses de conditions équitables. Mais au moindre retard, les taux d'intérêt avaient explosé, transformant une petite dette en un montant impayable. Richard, qui se salissait rarement les mains, envoyait directement ses représentants pour récupérer ce qui lui était dû. Peu importait que cela signifie prendre la maison d'une vieille dame ou une petite entreprise familiale pour lui. L'important était de gagner. « Ce n'est que le début, madame », disait l'un des hommes de Richard en brandissant un contrat. « Si vous ne payez pas d'ici demain, votre maison sera mise aux enchères. » C'est aussi simple que ça. Rinda suppliait en montrant des reçus et des lettres avec de sincères excuses. « J'ai juste besoin de quelques jours de plus, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai de l'argent qui arrivera le mois prochain, s'il vous plaît. Je n'ai nulle part où aller. » Mais les hommes ne cédaient pas. L'ordre était clair, détruire toute résistance. Et Richard regardait tout cela de loin, dans son fauteuil en cuir dans un bureau luxueux,
satisfait de savoir qu'une autre personne allait tout perdre. Pendant que Richard semait la destruction, Luc, dans une autre partie de la ville, regardait le marché financier depuis son pentouse luxueux. Sa société venait de conclure un accord qui le rendrait encore plus riche, mais il ne pouvait pas se sentir complet. Le vide qu'il portait depuis l'enfance le tourmentait toujours et le visage de Richard continuait d'apparaître dans ses cauchemars. Luc avait entendu des rumeurs sur les entreprises illicites de Richard. Il savait que l'homme existait toujours, prospérant aux dépens des autres souffrants, mais une partie de lui résistait à le confronter. Ce n'est pas encore le moment, se disait-il, comme s'il attendait le moment parfait pour la confrontation finale. Pendant ce temps, Richard poursuivait son ascension sombre. Un après-midi, il fit en sorte de visiter l'un de ces casinos clandestins où le bruit des machines à sous et les rires nerveux remplissaient l'environnement. Richard aimait voir le désespoir sur les visages des gens qui perdaient tout, surtout ceux qui croyaient encore pouvoir renverser leur chance. Pour lui, c'était du divertissement. Aujourd'hui est un bon jour pour faire l'histoire, dit-il en riant avec ses complices en regardant un jeune homme perdre les économies de sa famille à la roulette. Les gens pensent toujours qu'ils ont le contrôle, mais le contrôle est le mien, ça a toujours été le mien. Richard prospérait en voyant des vies détruites. Il se spécialisait dans la manipulation des gens avec de fausses promesses, des contrats trompeurs et des taux d'intérêt impayables. Il prenait des maisons, des voitures, des entreprises et ne laissait que des ruines dans son sillage. Ce n'était pas seulement une question d'affaires pour lui, c'était un jeu, une addiction au pouvoir qui le maintenait motivé. Mais à mesure que Richard augmentait sa collection de victimes, Luc commençait à percevoir quelque chose de différent en lui. Il en avait assez du vide, des leçons qu'il avait façonnées et de la vie sans but. Il savait que pour trouver la rédemption, il devrait affronter l'homme qui symbolisait tout ce qui n'allait pas dans sa vie, Richard. La réunion entre ces deux hommes puissants, l'un qui détruit et l'autre qui cherche à se redécouvrir, se rapprochait de plus en plus et l'impact serait inévitable. Le jour était particulièrement chargé dans le centre-ville, avec les rues remplies de voitures, de piétons et de l'agitation typique d'une métropole. Luc, maintenant un homme à la présence imposante et habitué à être le centre d'attention, marchait d'un pas ferme sur le trottoir. Son costume impeccable et sa montre de luxe brillaient au soleil. Il tenait sa mallette en cuir d'une main et de l'autre son portefeuille récemment récupéré, vérifiant quelques billets avant de le remettre dans sa poche. C'est alors qu'il sentit soudain une traction rapide. Un garçon pieds nus et mince lui arracha le portefeuille des mains et s'enfuit avec une agilité impressionnante, disparaissant parmi les piétons. Luc, surpris, prit un moment pour assimiler ce qui venait de se passer. Dès qu'il s'en rendit compte, son expression se durcit en un mélange de colère et d'indignation. « Et, sale gamin !» cria-t-il de sa voix résonnante dans la rue, attirant l'attention des passants. « Reviens ici maintenant ou je m'assurerai que tu ne voleras plus jamais personne. » Le garçon ne s'arrêta pas, ses pieds nus martelant l'asphalte chaud alors qu'il courait de toutes ses forces. Luc, sans hésitation, fit quelques pas rapides dans sa direction, mais réalisa bientôt que ce serait futile de le rattraper. « Gamin des rues » murmura-t-il à travers ses dents serrées, le ton plein de mépris. « C'est ce que tu es, un rien, un insignifiant qui ne deviendra jamais rien. » Les piétons autour d'eux jetaient des regards curieux, mais personne n'intervint. Luc resta debout, respirant lourdement, les yeux fixés dans la direction où le garçon avait disparu. Sa colère n'était pas seulement à propos du vol, c'était comme si cet acte avait éveillé quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait essayé d'enterrer pendant des années. Le garçon lui rappelait un passé qu'il préférait oublier. « Ces vagabonds pensent qu'ils peuvent vivre aux dépens des autres, » dit-il à haute voix comme pour justifier son indignation à la foule. « Ils ne travaillent pas, ils ne font rien d'utile et puis ils se plaignent de la vie. C'est pourquoi ils restent là où ils sont, dans les ordures. » Alors que Luc continuait de maudire et de lancer des mots durs, le garçon était déjà bien loin, caché dans une ruelle étroite. Il serrait le portefeuille dans ses mains tremblantes, les yeux remplis de larmes. Il ne voulait pas voler, mais il n'avait pas le choix. Son estomac vide depuis des jours et le désespoir l'avait poussé à faire quelque chose qu'il savait mal. De retour dans la rue, Luc ajusta son costume, essayant de retrouver son calme. Les gens autour de lui commencèrent à reprendre leur routine, mais il sentait toujours son sang bouillir. « J'ai travaillé pour tout ce que j'ai », pensa-t-il. « Je ne laisserai pas un sale gamin m'enlever ça. » Cependant, en revenant à sa voiture, un vieux souvenir envahit son esprit. Pendant un bref instant, il se vit courir pieds nus dans les rues, les yeux remplis de peur et de faim. Luc secoua la tête, essayant de repousser la pensée. « C'était il y a longtemps », murmura-t-il. « Je ne suis plus ce garçon. » Mais même en montant dans sa voiture de luxe et en se dirigeant vers sa prochaine réunion,
l'image du garçon et l'ombre de son propre passé continuaient de le hanter, et quelque chose en lui, aussi petit soit-il, commença à remettre en question qui il était devenu. Les incidents commencèrent à se multiplier. D'abord, le portefeuille volé par un garçon pieds nus qui avait disparu dans la foule, puis une fille aux cheveux en désordre profitant du moment où Luc était distrait dans un café pour tirer son sac en cuir de l'arrière de la chaise et s'enfuir. Et plus récemment, un groupe d'enfants entourant sa voiture de luxe à un feu rouge, insistant pour demander de l'argent pendant que l'un d'eux saisissait l'occasion de voler les lunettes de soleil qu'il avait laissées sur le tableau de bord. Chaque fois qu'un tel incident se produisait, la colère de Luc grandissait, se transformant en un ressentiment profond. « Ces gamins des rues sont comme des rats », murmura-t-il en conduisant de retour à son Penthouse après un autre épisode. Sans morale, sans limite, ils ne savent que prendre ce qui ne leur appartient pas. C'est le reflet de l'échec d'un système entier. Sa voix était froide, chargée de mépris. À chaque nouvel incident, Luc sentait que sa patience déjà presque inexistante et son empathie étaient encore davantage écrasées. Dans les jours suivants, il commença à éviter certains quartiers de la ville. S'il voyait des enfants mendiants, il traversait la rue ou accélérait le pas, tenant fermement ses affaires. Leur vue le dégoûtait, leurs visages sales, leurs vêtements en lambeaux, leurs yeux pleins de désespoir et de faim ne faisaient que lui rappeler ce qu'il avait tant combattu pour laisser derrière lui. « Je ne serai plus jamais comme eux », pensa-t-il en essayant de justifier le mépris qu'il ressentait, et je ne les laisserai pas profiter de moi. Pourtant, même dans les endroits qu'il considérait comme sûrs, il semblait que ses enfants le poursuivaient. Lors d'un événement de gala organisé par sa société, alors qu'il sortait de la voiture pour entrer dans le hall luxueux, un garçon apparut soudainement, tenant une tasse en plastique et tendant la main. « Monsieur, s'il vous plaît », supplia le garçon d'une voix rauque, « juste un peu d'argent, je n'ai rien mangé aujourd'hui. » Luc le regarda avec dégoût, ajustant son costume comme si le simple fait d'être près du garçon pouvait le contaminer. « Va-t'en d'ici », dit-il brusquement. « Je n'ai rien pour toi. Si tu avais un peu de honte, tu chercherais quelque chose d'utile à faire au lieu de déranger des gens comme moi. » Le garçon recula, surpris par le ton de Luc, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. L'un des gardes de sécurité de la soirée s'approcha et le renvoya en le poussant de côté. Luc entra dans le hall sans se retourner, mais quelque chose dans le regard de ce garçon resta gravé dans son esprit. Au bureau, en analysant des contrats et en gérant des négociations de millions de dollars, Luc ne pouvait s'empêcher de penser aux incidents. Chaque fois qu'un enfant croisait son chemin, il se souvenait de sa propre enfance, des jours de faim, du désespoir d'Isabella et de l'humiliation qu'ils avaient subie. Mais au lieu d'éprouver de l'empathie, ces souvenirs ne faisaient que nourrir sa haine. Il blâmait les enfants pour ce qu'il avait lui-même enduré, comme s'ils étaient le symbole de tout ce qu'il détestait dans son passé. « Ces enfants ne sont pas des victimes », dit-il un jour à l'un des directeurs de sa société alors qu'ils discutaient de projets sociaux. « Ils choisissent ce chemin, ils grandissent en apprenant à voler et à manipuler, ils sont une menace et la seule solution est de les retirer des rues. C'est une question de sécurité publique, pas de charité. » Les directeurs autour de la table acquiescèrent, mais une inquiétude flottait dans l'air. Luc ne semblait pas seulement parler d'un problème social, ses mots étaient imprégnés de quelque chose de plus profond, du ressentiment, de la colère et une tentative désespérée de se distancer du garçon qu'il avait été. Un jour particulièrement tendu, après un autre vol cette fois, un groupe de garçons avait volé sa montre alors qu'il se rendait à une réunion, Luc explosa dans son bureau. « Assez » cria-t-il en jetant le dossier sur la table. « Je m'assurerai qu'aucun de ces rats ne s'approche de moi à nouveau. Je leur montrerai que je ne suis plus quelqu'un dont ils peuvent voler. Ils ne méritent rien de plus que ce qu'ils ont déjà. Échec. » En parlant, le visage d'Isabella refit surface dans son esprit. Il essaya de le repousser, mais le souvenir était insistant. Elle lui avait toujours appris à avoir de la compassion, même lorsque le monde était cruel. Mais Luc avait effacé cette leçon, la remplaçant par l'amertume et la haine. Et alors que la colère continuait de le consumer, Luc ne réalisait pas qu'en méprisant ses enfants, il se méprisait aussi lui-même et s'éloignait davantage de l'héritage de sa mère. Mais le passé n'est jamais enterré longtemps, et Luc découvrirait bientôt que certaines leçons, même ignorées, ont une manière de refaire surface. Un autre jour ensoleillé, Luc, habillé d'un costume de créateur impeccable, marchait dans le quartier commerçant de la ville. Il venait de quitter une boutique de luxe en portant un sac avec un portefeuille qu'il avait acheté. L'objet était sophistiqué, en cuir véritable avec des finitions impeccables, le genre de choses qui symbolisait sa position de réussite. Il tenait le sac avec précaution tout en observant les gens autour de lui avec le dédain habituel qu'il ressentait en dehors de son cercle de luxe.
Alors qu'il marchait le long du trottoir bondé, Luc sentit soudain une touche rapide sur sa main. Avant qu'il ne puisse réagir, il réalisa que le sac n'était plus là. En se retournant, il vit une petite fille aux vêtements sales et pieds nus courir entre les gens avec le sac dans les mains. Ses mouvements étaient rapides, comme quelqu'un habitué à s'échapper. « Et, voleur !» cria Luc de sa voix coupant le bruit de la rue. « Reviens ici maintenant ou je te terminerai. » Il commença à courir après la fille, mais réalisa bientôt que sa vitesse n'était plus la même qu'avant. Le poids des années de confort et le manque d'activité physique le ralentissaient. Tandis que la fille disparaissait dans une ruelle étroite, la respiration de Luc devint laborieuse, mais il ne s'arrêta pas. Chaque pas était alimenté par la colère, la fierté blessée et un sentiment d'humiliation. « Je ne peux pas croire que cela se reproduise », pensa-t-il, la sueur coulant sur son front. Il ignora les regards curieux des passants, fixant uniquement la silhouette de la fille qui se mouvait avec l'agilité d'un animal sauvage. « Tu penses pouvoir me voler » cria-t-il en haletant. « Je vais te donner une leçon que tu n'oublieras jamais. » La fille jeta un coup d'œil en arrière un bref instant, ses yeux grands ouverts de peur et de détermination. Elle tourna un coin et entra dans une autre ruelle, disparaissant de la vue de Luc. Pendant quelques secondes, il accéléra le pas, forçant ses jambes à continuer, mais son corps montrait déjà des signes de fatigue. « Elle ne peut pas s'échapper, pas cette fois », murmura-t-il à travers ses dents serrées. Lorsque Luc tourna le coin, il vit la fille glisser à travers un trou dans une clôture rouillée menant à un terrain vague rempli de débris et d'ordures. Il s'arrêta, essayant de reprendre son souffle, les mains sur ses genoux, en regardant la silhouette de la fille disparaître à l'horizon. La fierté blessée de Luc se mêlait à un sentiment croissant d'impuissance. Il avait été volé à nouveau et le visage si jeune et désespéré de la fille lui rappela des souvenirs qu'il avait tant combattus pour enterrer. Mais cette fois, la colère ne suffisait pas à masquer l'inconfort qui grandissait en lui. Quelque chose changeait et il ne savait pas comment y faire face. Alors que Luc se tenait là, regardant la ruelle vide, une question commença à résonner dans son esprit. Pourquoi cela m'arrive-t-il sans cesse? Luc continua de courir, même si son corps suppliait du repos. Sa fierté blessée et sa colère pulsaient dans ses veines comme du carburant alimentant chaque pas qu'il faisait. La fille avait disparu entre les ruelles, mais il savait qu'elle n'était pas loin. « Elle ne s'en sortira pas », murmura-t-il en haletant en scrutant la rue étroite et silencieuse. Le bruit de ses chaussures coûteuses contre l'asphalte résonnait, contrastant avec le silence décomposé autour de lui. Lorsqu'il tourna un coin, quelque chose attira son attention sur le sol sale. Une paire de petites chaussures usées était abandonnée près de l'entrée d'une maison. Luc arrêta son regard fixé sur les chaussures. « Ça doit être elle », pensa-t-il. Essayant de contrôler sa respiration, il leva la tête et regarda la maison. C'était une cabane mal construite avec des planches clouées dans un manoir de fortune et des trous dans les murs révélant l'intérieur sombre et vide. Luc fit un pas vers la porte, hésitant un instant. « Que fais-tu ici ?» se demanda-t-il, alors que la chaleur de la colère cédait la place à une agitation inconfortable. Il savait que cette maison n'était pas seulement le refuge de la fille, c'était sa vie, l'endroit qu'elle appelait chez elle. Pendant un instant, le souvenir de sa propre enfance pauvre refit surface, mais il secoua la tête, repoussant la pensée. Ça n'a plus d'importance maintenant. Elle m'a volé et elle paiera pour cela. Poussant la porte qui grinçait comme si elle allait s'effondrer, Luc entra dans la cabane. L'odeur de moisissure et de bois humide envahit ses narines tandis que ses yeux s'adaptaient à la faible lumière. L'intérieur était encore plus précaire qu'il ne l'avait imaginé. Un petit lit avec un matelas fin et déchiré, une vieille table couverte de marques et une assiette vide avec des restes séchés de ce qui avait pu être de la nourriture. « Je sais que tu es ici », cria Luc de sa voix résonnante à travers les murs fragiles. Il fit quelques pas en avant, regardant autour, mais il n'y avait aucun signe de la fille, seulement le silence et le poids de cette pauvreté accablante. Il s'arrêta au milieu de la pièce, ressentant une étrange oppression dans sa poitrine. Autant que la colère était toujours présente, quelque chose à l'intérieur de cette maison le frappait comme un souvenir douloureux de ce qu'il avait été et de ce qu'il avait laissé derrière lui. Mais avant qu'il puisse comprendre ce qu'il ressentait, un bruit vint de l'arrière de la cabane, un son bas et furtif. Luc se retourna rapidement, les yeux fixés sur l'obscurité. « Je te trouverai », dit-il en marchant lentement vers le son. Quelque chose dans cette maison n'était pas seulement familier, c'était inconfortablement proche, comme s'il était sur le point d'affronter non seulement la fille, mais aussi une partie de lui-même qu'il avait passé des années à essayer d'oublier. Luc avança lentement, chaque pas résonnant dans la petite cabane précaire. Le son étouffé des pleurs guida ses mouvements, le menant à l'arrière de la cabane.
Lorsqu'il atteignit un petit espace qui semblait être la chambre, la vue qui s'offrait à lui le paralysa. La fille était recroquevillée dans un coin, serrant son portefeuille contre sa poitrine, les larmes coulant sur son visage sale. À côté d'elle, assise sur une chaise en bois cassé, se trouvait une femme. Ses cheveux étaient gris et en désordre, et ses mains bougeaient hésitamment, tâtonnant l'air pour sa fille. Ses yeux étaient opaques et vides. Il était évident que la femme était aveugle. « Maintenant, nous pouvons payer Richard, maman », sanglota la fille, serrant le portefeuille fermement. « Maintenant, il ne nous fera plus de mal, je te le promets, j'ai réussi. » Luc resta immobile, regardant la scène avec un mélange de confusion, de choc et de quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait identifier. Les mots de la fille résonnaient dans son esprit, « payer Richard ». Le nom prononcé avec une telle peur et un tel désespoir fit courir son sang-froid. Il savait exactement de qui elle parlait, Richard. Luc murmura sans se rendre compte qu'il avait prononcé le nom à voix haute. La fille leva rapidement les yeux, ses yeux grands ouverts en réalisant sa présence. Elle se recroquevilla davantage, protégeant le portefeuille tandis que la mère aveugle s'agita dans sa chaise comme si elle sentait l'inconfort de sa fille. « Qui est là ?» demanda la femme, sa voix faible mais empreinte d'inquiétude. « S'il te plaît, ne fais pas de mal à ma fille. Elle voulait juste nous aider. » Luc fit un pas en avant, ses yeux fixés sur la fille. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots ne sortirent pas. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était regarder cet enfant désespéré serrant son portefeuille comme s'il s'agissait du dernier espoir de sauver sa mère. La scène était tellement brutalement familière qu'il sentit une boule se former dans sa gorge. « Tu m'as volé pour payer Richard ?» demanda-t-il d'une voix froide mais avec un tremblement perceptible. La fille hésita, mais finit par hocher lentement la tête tout en sanglotant. « Il nous prendra notre maison comme il l'a fait avec les autres, » dit-elle. « Si je ne payais pas, il ferait du mal à ma mère. Je ne savais pas quoi faire, je voulais juste la protéger, s'il te plaît, pardonne-moi. » Luc sentit le monde tourner. Les mots de la fille étaient comme un miroir reflétant une partie de son passé qu'il avait tant lutté pour enterrer. Il vit dans ses yeux le même désespoir qu'il avait ressenti lorsqu'il n'était qu'un garçon essayant d'aider sa propre mère, le même sentiment d'impuissance, la même lutte contre des forces plus grandes que ce qu'un enfant devrait affronter. « Richard », répéta-t-il maintenant avec plus de fermeté, son esprit bouillonnant des souvenirs de tout ce que cet homme avait fait, revenant comme une tornade. Il prit une profonde inspiration, essayant de contrôler l'avalanche d'émotions qui le consumait. « Pourquoi fait-il encore ça ?» murmura-t-il à lui-même en regardant la fille et sa mère. Il sentit quelque chose en lui changer, comme si une fissure s'était formée dans son armure de froideur et d'arrogance. « Comment ai-je pu laisser cela se reproduire ?» La fille continua de pleurer tandis que sa mère tendait les mains vers Luc, comme si elle essayait de comprendre qui il était. « S'il te plaît, » dit la femme, sa voix tremblante, « qui que tu sois, ne nous enlève pas ça, c'est tout ce que nous avons. » Luc fit un pas en arrière, sentant le poids de la situation l'écraser. Il était devenu tout ce qu'il méprisait, mais en ce moment précis, face à cette scène, quelque chose de plus grand commença à se former dans son esprit. Richard continuait de détruire des vies exactement comme il avait détruit la sienne. Et maintenant Luc savait qu'il ne pouvait plus l'ignorer. En regardant la fille et sa mère, Luc réalisa qu'il devait faire quelque chose, non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même, et surtout, pour honorer la mémoire d'Isabella qui n'avait jamais cessé de se battre, même dans les pires circonstances. Luc prit une profonde respiration, essayant de traiter le tourbillon d'émotions qui le consumait. Il regarda de nouveau la fille et la mère aveugle, mais au lieu de ressentir de la compassion, il laissa sa colère parler plus fort. Il croisa les bras et parla froidement, sa voix chargée de mépris. « Tu m'as volé, » dit Luc en regardant directement la fille, « et tu veux que je comprenne pourquoi ? J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis, personne ne m'a donné quoi que ce soit, et tu penses pouvoir résoudre tes problèmes en prenant ce qui est à moi. » La fille sanglota, serrant le portefeuille encore plus fort contre sa poitrine. Mais il ne répondit pas. La mère, sentant le ton dur de Luc, tendit les mains vers lui comme pour implorer « S'il vous plaît, monsieur. » La femme dit, sa voix faible et tremblante, « Je ne faisais que tenter de nous protéger, je ne voulais aucun mal. » Luc secoua la tête, irrité. « Protection, c'est l'excuse de tout le monde pour faire quelque chose de mal. Tu crois que le monde va se plier à tes désirs, que tu vas obtenir quelque chose en volant. Tu es aussi faible que tout le monde. » Richard fut écrasé en entendant son nom. La fille leva les yeux, ses yeux remplis de peur et de surprise. « Vous connaissez Richard ?» demanda-t-elle, sa voix basse et hésitante. Luc plissa les yeux, le nom ramenant des souvenirs qu'il aurait préféré oublier.
Il s'approcha de la table improvisée de la cabane et posa ses mains dessus, regardant les deux. « Je le connais très bien, dit-il d'une voix grave. Richard a détruit la vie de ma mère, il a détruit ma vie et maintenant je vois qu'il est toujours là dehors, te faisant ce qu'il m'a fait. » La mère aveugle commença à trembler à ces mots. « Il nous menace depuis des mois, dit-elle, sa voix presque un murmure. D'abord, c'était le peu que nous avions, maintenant il veut notre maison. Ma fille voulait juste payer pour l'empêcher de faire quelque chose de pire. » Luc prit une profonde inspiration, sentant sa colère grandir en lui. Il voulait crier, blâmer la mère et la fille pour s'être retrouvés dans cette situation, mais au fond, il savait qu'elles n'étaient pas responsables. Richard était le vrai problème, il continuait à détruire des vies tout comme il avait détruit la sienne. Luc se tourna, essayant de calmer son esprit. La cabane, avec ses murs fragiles et son air d'abandon, était un rappel cruel de ses débuts. Il regarda la fille, maintenant encore plus recroquevillée, et sentit quelque chose se briser en lui. Peut-être que c'était le fantôme de sa mère ou peut-être le poids de tout ce qu'il était devenu. « Je ne devrais pas m'en soucier, dit-il presque pour lui-même, mais je ne peux pas ignorer cela. » Il regarda la fille et sa mère avec un air plus sérieux. « Vous ne méritez pas de continuer à souffrir à cause de lui. Richard a déjà détruit tout ce que j'aimais, je ne le laisserai pas faire la même chose pour vous. » La fille écarquilla les yeux, surprise. « Vous allez nous aider ?» demanda-t-elle, hésitante. Luc acquiesça, bien qu'il gardait toujours cette froideur dans son expression. « Je ne le ferai pas pour vous, dit-il en pointant la fille, mais parce que j'en ai assez de voir Richard impuni. Il a détruit trop de vies, cela s'arrête maintenant. » La mère aveugle poussa un soupir de soulagement en tenant la main de sa fille. « Merci, monsieur. Je ne sais pas comment vous remercier. » Luc leva la main pour l'interrompre. « Ne me remerciez pas encore. Je ne fais pas cela par bonté, je le fais parce que quelqu'un doit arrêter Richard et je suis le seul capable de le faire. » Il se tourna vers la sortie de la cabane, mais avant de partir, il regarda par-dessus son épaule. « Vous allez rester ici. Je m'en occuperai. Et s'il revient avant que je ne règle les choses, faites-le moi savoir. Mais ne vous attendez pas à des miracles, je ne fais que des promesses que je peux tenir. » Alors que Luc partait, son esprit était en tourmente. Il ne savait pas comment, mais il avait pris une décision. Il affronterait Richard, non seulement pour protéger la fille et sa mère, mais aussi pour enfin confronter les démons qui le hantaient depuis des années. Luc trouva finalement un moyen de localiser Richard en utilisant son vaste réseau de contacts et ses ressources financières. Il découvrit que Richard contrôlait maintenant une société écran qui opérait avec des prêts frauduleux, des casinos souterrains et des systèmes d'extorsion, la même société qui détruisait la vie de la fille et de sa mère aveugle. Il était clair que Richard prospérait dans le chaos, s'enrichissant au détriment des autres. En début d'après-midi, Luc gara sa voiture de luxe devant le bâtiment de Richard, un édifice discret mais imposant situé dans un quartier huppé. Il entra d'un pas ferme, ignorant la réceptionniste et se dirigeant directement vers le dernier étage. Les souvenirs de sa mère, Isabella, et toutes les humiliations qu'il avait subies enfant bouillonnaient dans son esprit, mêlant colère et détermination. En ouvrant la porte du bureau de Richard, Luc trouva l'homme assis derrière un bureau luxueux, entouré de fenêtres offrant une vue spectaculaire de la ville. Richard était plus âgé, mais dégageait toujours la même arrogance et froideur que Luc se souvenait si bien. Il leva les yeux du papier qu'il lisait, un sourire cynique courbant ses lèvres. « Richard, » dit Luc comme en saluant un vieil ami, « quelle surprise. Je ne pensais pas que tu aurais le courage de venir ici. » Luc prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je ne suis pas là pour des salutations, Richard. Je suis ici pour parler de ce que tu continues de faire. » Richard rit d'un rire bas et méprisant. « Ah, c'est ça. Tu es venu ici pour me donner une leçon morale que ce pauvre garçon que j'ai perdu de vue il y a des années veut maintenant m'enseigner ce qui est bien et mal. Quel adorable. » Luc ferma la porte derrière lui et s'avança vers le bureau de Richard. « Ce n'est pas à propos de moi, dit-il d'une voix grave, c'est à propos des gens que tu continues de détruire, des familles perdant tout, des enfants ayant faim, des femmes souffrant. Tu ne te lasses jamais de faire ça? Ce n'est pas ce que tu as fait à moi et à ma mère? Suffisant. » Richard leva lentement, croisant les bras tout en regardant Luc de haut en bas. « Laisse-moi t'expliquer quelque chose, » commença-t-il avec une voix chargée de sarcasme, « le monde est divisé entre les forts et les faibles. Les forts prennent ce qu'ils veulent tandis que les faibles se plaignent, pleurent et implorent. Je fais juste ce que n'importe quelle personne intelligente ferait, profiter des faiblesses des autres. » Luc serra les poings, sentant la colère croître en lui. « Tu appelles ça de la force?
Voler à ceux qui n'ont rien, c'est de la lâcheté. J'ai grandi en pensant que je devais être comme toi, mais maintenant je vois que c'est toi le véritable faible. Tu te caches derrière des contrats et des menaces parce qu'au fond, tu sais que tu n'as pas le courage de construire quelque chose sans détruire les autres. Richard fit un pas en avant, se rapprochant de Luc avec un sourire froid. Et toi, Luc, tu penses être au-dessus de moi? Regarde-toi, millionnaire, puissant, plein d'influence. Mais tu sais ce que je vois? Je vois un garçon qui essaie encore de prouver quelque chose et tu veux savoir pourquoi? Parce que tu n'as pas le courage d'accepter qui tu es vraiment. Luc prit une profonde inspiration, tentant de contrôler la fureur qui grandissait en lui. Je ne suis pas comme toi, Richard, dit-il fermement, et je ne le serai jamais. Je suis ici parce que je veux que tu arrêtes, je veux que tu laisses ces gens tranquilles, laisse la fille et sa mère tranquilles. Richard poussa un autre rire, retournant à son fauteuil. Tu es venu ici pour mendier, Luc? Comme c'est pathétique. Et qu'est-ce que tu vas faire si je ne m'arrête pas? Me menacer, me poursuivre? La vérité, c'est que tu ne peux pas me toucher. J'ai construit tout ça avec plus d'intelligence que tu n'en auras jamais. Alors, mon conseil, accepte la réalité. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de le prendre. Maintenant, sors de mon bureau avant que je ne commence à m'agacer. Luc resta immobile un instant, fixant Richard comme s'il essayait d'absorber le poids de ses paroles. Il sentit l'humiliation brûler dans sa poitrine, mais aussi quelque chose de plus profond, la réalisation que Richard ne changerait jamais. Cet homme n'avait aucun remords, aucune humanité, il incarnait tout ce que Luc méprisait. Sans dire un mot de plus, Luc se retourna et quitta le bureau en claquant la porte derrière lui. Il descendit les escaliers à grands pas, le visage en feu de colère et l'esprit rempli d'idées. Richard l'avait humilié une fois de plus, mais Luc n'était pas prêt à laisser passer cela. Il savait qu'il aurait besoin de plus que des mots pour vaincre Richard et cette fois, il était déterminé à agir. Alors qu'il montait dans sa voiture et regardait la ligne d'horizon de la ville, Luc serra le volant fermement. Richard avait détruit la vie de sa mère, la sienne et maintenant celle de tant d'autres. Luc se promit que ce serait la dernière fois que Richard resterait impuni. Déprimé par la confrontation avec Richard, il décida de retourner à la cabane de la fille et de sa mère. Quelque chose le dérangeait profondément, une inquiétude qu'il ne pouvait ignorer. Il devait savoir si elles allaient bien, si Richard avait essayé quelque chose après leur conversation. Alors qu'il roulait dans les rues sombres, les mots de Richard résonnaient dans son esprit, le monde appartient à ceux qui ont le courage de le prendre. Luc serra le volant, luttant contre le sentiment d'impuissance qui le consumait. Lorsqu'il se gara près de la cabane, Luc sentit quelque chose de différent. La maison était sombre, le silence autour était inquiétant. Il sortit de la voiture et marcha vers le site, mais s'arrêta brusquement en voyant ce qui s'était passé. La maison était détruite, les murs en bois éparpillés au sol comme s'ils avaient été arrachés de force. Un trou dans le toit laissait entrer la lumière de la lune, illuminant les restes éparpillés de meubles cassés et d'effets personnels. C'était comme si une tempête était passée. « Non », murmura Luc en entrant dans la maison détruite. « Richard ne peut pas avoir fait ça. » C'est alors qu'il les vit. La fille et sa mère étaient assises sur le trottoir, s'embrassant. Leurs visages marqués par le désespoir. La fille tenait une couverture fine, essayant de couvrir sa mère aveugle tandis qu'elles tremblaient toutes les deux dans le froid. Luc s'arrêta, observant la scène pendant un moment qui sembla une éternité. Son esprit était divisé entre la colère et un sentiment de culpabilité qu'il ne savait pas comment gérer. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. La fille leva les yeux vers lui, son expression remplie de larmes et de peur. « Il a tout détruit, » dit-elle, sa voix basse et tremblante, « il a détruit tout ce que nous avions. » La mère, même sans voir, sembla sentir sa présence. « Je lui avais dit de ne rien prendre, » murmura la femme, sa voix chargée de douleur et de honte. « Mais elle voulait juste nous sauver et maintenant, nous n'avons plus rien. » Luc sentit une boule se former dans sa gorge. Peu importe combien il voulait dire quelque chose pour alléger leur souffrance, il ne trouvait pas les mots. Il resta immobile, son regard fixé sur la fille et sa mère, ressentant le poids de ses décisions et l'influence destructrice de Richard. « Je suis allé lui parler, mais ça n'a fait qu'aggraver les choses, » pensa Luc, se sentant coupable alors qu'elle payait maintenant le prix. Après un long moment de silence, Luc prit une profonde inspiration, luttant contre la fierté qui tentait encore de résister en lui. Il savait ce qu'il devait faire, même si cela allait à l'encontre de tout ce qu'il était devenu au fil des années. « Viens avec moi, » dit-il d'une voix ferme mais chargée d'hésitation. « Tu ne peux pas rester dans la rue, c'est inhumain. Tu peux dormir chez moi pour l'instant. »
Ce n'est pas permanent, mais au moins tu auras un endroit où rester jusqu'à ce que je règle cela. Les yeux de la fille s'écarquillèrent de surprise. Elle regarda sa mère, qui resta silencieuse, serrant simplement la main de sa fille comme si elle cherchait une réponse. « Tu es sérieux ?» demanda la fille, sa voix hésitante. « Après tout ce qui s'est passé, tu veux toujours nous aider ?» Luc croisa les bras, essayant de maintenir une posture indifférente. « Ne te méprends pas, » répondit-il en détournant le regard, « je ne fais pas cela par gentillesse, mais je ne laisserai pas Richard continuer à détruire des vies pendant que je reste les bras croisés. Considère cela comme une solution temporaire. » La fille hésita un instant, mais en regardant sa mère qui tremblait de froid, elle sut qu'elle n'avait pas le choix. « D'accord, » dit-elle en aidant sa mère à se lever. « Merci, même si tu dis que ce n'est pas par bonté. »« Merci. » Luc ne répondit pas. Il se contenta de marcher vers sa voiture, s'attendant à ce qu'elle le suive. En revenant chez lui avec la fille et sa mère sur le siège arrière, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose de plus grand était en jeu. Ce n'était pas seulement un combat contre Richard, c'était un combat contre ce qu'il était devenu. Pour la première fois depuis des années, Luc sentit qu'il devait faire quelque chose de différent, non seulement pour elle, mais pour lui-même. Le matin apporta une atmosphère différente à la maison de Luc. Le soleil illuminait les pièces spacieuses et richement décorées, mais c'était le doux son de rires étouffés et de conversations timides qui semblaient insuffler de la vie dans l'endroit. Luc, assis dans sa cuisine, observait la fille et sa mère plus attentivement que jamais. Pour la première fois, la fille, même au milieu de l'inconfort d'un environnement inconnu, semblait vivante en aidant sa mère à manger un bol de soupe chaude que le personnel de Luc avait préparé. « Un peu plus, maman » dit la fille doucement en tenant la cuillère. « C'est bon, n'est-ce pas ? La soupe est si délicieuse, différente de tout ce que nous avons jamais mangé. » La mère, bien qu'aveugle, sourit doucement en hochant la tête. « C'est merveilleux, ma chère. Tu trouves toujours un moyen de prendre soin de moi, n'est-ce pas ?» Luc regarda tout cela en silence, essayant de comprendre ce qu'il ressentait. Quelque chose dans cette scène le toucha profondément, mais il ne savait pas comment y faire face. Chacun des gestes de la fille, chaque mot attentionné pour sa mère faisait ressurgir les souvenirs d'Isabella comme une vague qu'il ne pouvait contenir. « Elle ferait la même chose pour moi », pensa Luc en serrant fermement sa tasse de café. « Ma mère ferait exactement ce que cette fille fait maintenant. » Toute la journée, Luc essaya de garder ses distances. Il se réfugia dans son bureau, s'immergeant dans le travail pour repousser les pensées qui commençaient à le troubler. Mais l'image de la fille ne quittait pas son esprit, sa pureté, sa résilience, son soin inconditionnel pour sa mère, tout cela contrastait tellement avec la dureté qu'il avait cultivée au fil des années qu'il était impossible de l'ignorer. En fin d'après-midi, Luc trouva la fille assise dans le jardin, les yeux fixés sur les fleurs qui poussaient autour d'elle. Sa mère se reposait, et pour la première fois, la fille semblait avoir un moment pour elle-même. Luc hésita avant de s'approcher, mais quelque chose le poussa à continuer. « Tu aimes les fleurs ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. La fille se retourna rapidement, surprise par sa présence. « Oh oui » répondit-elle timidement. « Ma mère me parlait du jardin qu'elle avait quand elle pouvait encore voir. J'ai toujours imaginé ce que ce serait de prendre soin des fleurs. » Luc hocha la tête et s'assit sur un banc à proximité, tout en maintenant une certaine distance. Il resta silencieux un moment, l'observant. « Tu es différente, » dit-il enfin, « après tout ce que tu as traversé, tu arrives toujours à sourire, à prendre soin de ta mère. Je ne sais pas comment tu fais. » La fille le regarda, ses yeux brillant de quelque chose que Luc ne pouvait pas tout à fait identifier. « Ma mère dit toujours que peu importe la cruauté du monde, nous devons être gentils, » dit-elle avec une sincérité désarmante. « Je ne sais pas comment faire autrement, je veux juste qu'elle aille bien. » Ces mots frappèrent Luc comme un coup de poing dans la poitrine. Il se souvint des leçons d'Isabella, de la façon dont elle avait toujours priorisé son bien-être même lorsque le monde semblait les écraser. « Tu dois jamais laisser la cruauté des autres te voler ta gentillesse », disait-elle. Mais Luc avait ignoré cela pendant des années, se cachant derrière un masque de froideur et d'arrogance. « Tu me rappelles quelqu'un » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la fille qui l'avait demandé. En inclinant curieusement la tête, Luc hésita mais finit par répondre. « Ma mère était comme toi, forte, gentille, même quand tout allait contre elle. Je pense que j'ai oublié cela depuis longtemps. » La fille sourit légèrement. « Si elle était comme ça, alors tu as dû être très aimé, » dit-elle avec une simplicité qui désarma presque Luc. Il regarda le sol, sentant ses yeux brûler de larmes. « Je ne laisserai pas tomber, » répondit-il, sa voix basse et rauque. «
Elle m'aimait plus que je ne le méritais et je pense que je l'ai échoué. Je n'ai pas honoré tout ce qu'elle m'a enseigné. La fille ne dit rien, continuant de le regarder avec la même pureté qui semblait déborder dans chaque geste. Luc se leva brusquement, incapable de supporter la vulnérabilité qu'il ressentait. « Je dois retourner au travail », dit-il sans regarder en arrière. Mais en s'éloignant, les mots et les gestes de la fille continuèrent de résonner dans son esprit. Pour la première fois depuis des années, Luc sentit son armure se briser et le poids de ce qu'il était devenu devenir insupportable. Le lendemain, Luc se réveilla avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La présence de la fille et de sa mère chez lui avait réveillé quelque chose en lui, un sens de responsabilité et de justice qu'il croyait avoir perdu. Il savait que le problème n'était pas seulement Richard, mais tout le système qui permettait à des hommes comme lui de prospérer. Déterminé, Luc conduisit jusqu'au commissariat central avec l'intention de signaler tout ce qu'il savait sur les plans de Richard. En entrant dans le bâtiment, il fut accueilli par l'odeur de café rassis et le son incessant des téléphones. Des officiers de police et des citoyens allaient et venaient, mais Luc n'hésita pas. Il monta au comptoir et exigea parler à la personne responsable du commissariat. « J'ai des informations importantes sur un réseau de crimes financiers et d'extorsion », dit-il d'une voix ferme. « Je veux les signaler immédiatement. » L'agent, un officier d'âge moyen avec une expression fatiguée, leva lentement les yeux vers Luc. « Avez-vous un rendez-vous » demanda-t-il sans montrer d'intérêt. Luc prit une profonde inspiration, retenant son impatience. « Je n'ai pas besoin d'un rendez-vous. Je suis ici pour signaler Richard et son organisation criminelle. Vous savez qui il est, n'est-ce pas? Et vous savez ce qu'il fait aux innocents. » À l'entente du nom de Richard, l'agent montra enfin une certaine réaction. Il regarda autour de lui comme pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait et fit signe à Luc de le suivre. « Suivez-moi » dit-il en baissant la voix. Luc fut conduit dans une salle à l'arrière du commissariat, un petit espace mal entretenu. Là, il trouva deux autres hommes en uniforme assis derrière une table, avec des expressions mêlant curiosité et prudence. Le premier officier ferma la porte et se tourna vers Luc, croisant les bras. « Vous voulez signaler Richard, oui » demanda-t-il. Luc répondit en s'asseyant sur une chaise devant eux. « J'ai des informations sur ses activités illégales. Il est impliqué dans des prêts frauduleux, des casinos souterrains et de l'extorsion. Les gens perdent tout à cause de lui et personne ne fait rien. Je veux que vous enquêtiez sur lui et que vous y mettiez un terme. » Les officiers échangèrent des regards, puis l'un d'eux éclata de rire, un son sec chargé de sarcasme. « Tu penses vraiment que nous ne savons pas qui est Richard » demanda-t-il en se penchant en avant. « Nous pensions que tu étais intelligent, Luc, mais tu es plus naïf que nous l'avions imaginé. » Luc fronça les sourcils, confus. « Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce qu'il fait et vous ne faites rien ?» L'autre officier se frotta les tempes comme s'il avait affaire à un enfant têtu. « Richard a beaucoup d'influence, dit-il. Il n'est pas seulement un criminel, il a des connexions, des personnes puissantes dépendent de lui, y compris certains ici à l'intérieur. » Luc sentit son sang bouillir. « Donc tu me dis de tout ignorer, de faire comme si de rien n'était. Des gens souffrent, perdent tout et tu me dis de rester silencieux ?» Le second officier haussa les épaules avec une expression indifférente. « Nous te disons que si tu tiens à ta vie, tu oublieras cela. Nous ne pouvons pas t'aider et si tu es intelligent, tu ne tenteras pas de résoudre cela seul. » Luc fixa les officiers, sa poitrine se gonflant de rage. « Vous êtes aussi corrompus que lui, » dit-il, sa voix pleine de mépris. « Vous devriez protéger les gens, pas vous vendre aux criminels. » Les officiers ne répondirent pas, le fixant simplement avec des regards froids. Luc quitta la salle en claquant la porte violemment, le son résonnant dans le couloir du commissariat. En revenant à sa voiture, il sentit l'indignation bouillir dans ses veines. « S'ils ne vont rien faire, pensa-t-il, alors je m'en occuperai moi-même. Richard ne continuera pas en toute impunité, même si je dois l'abattre de mes propres mains. » En démarrant la voiture, Luc savait qu'il allait affronter tout un système pour obtenir justice, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait prêt à se battre, non seulement pour lui-même, mais pour toutes les personnes que Richard avait détruites, y compris la mémoire de sa mère. Luc entra dans la maison d'un pas ferme, son esprit encore hanté par la frustration de sa visite au commissariat. Mais en posant les yeux sur le salon, quelque chose attira immédiatement son attention. Il y avait un étrange silence dans l'air, interrompu seulement par un faible bruit venant de la chambre. Il se hâta, poussant la porte avec force, et trouva la fille agenouillée à côté de sa mère. La femme était étendue sur le lit,
pâle comme un linge, des perles de sueur coulant sur son front, sa poitrine montant et descendant irrégulièrement. « Maman, s'il te plaît, ne me fais pas ça », supplia la fille, des larmes coulant librement. « Reste avec moi, encore un peu. Je chercherai de l'aide, je promets. » Sa voix était un mélange de désespoir et d'impuissance, quelque chose qui transperça Luc comme un couteau. Il s'avança, observant la femme immobile sur le lit, ses yeux à moitié fermés comme si elle était sur le point de perdre complètement conscience. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Luc, son ton urgent tout en essayant de rester calme. La fille le regarda en sanglotant et pointa sa mère. Elle a commencé à avoir des douleurs à la poitrine. J'ai essayé de lui donner de l'eau, mais elle ne peut plus boire. Maintenant, elle répond à peine. Je ne sais pas quoi faire. Luc prit une profonde inspiration, se forçant à se concentrer. Il se pencha soigneusement, glissant ses bras sous le corps frêle de Martha. « Nous allons l'emmener à l'hôpital maintenant, » dit-il fermement. « Prends quelque chose pour la couvrir rapidement, nous n'avons pas le temps de perdre. » La fille courut dans le salon, attrapant une couverture pendant que Luc soulevait Martha dans ses bras. Il sentit à quel point elle était légère, presque sans poids, ce qui augmenta encore son sentiment d'urgence. La fille se dépêcha de revenir, enveloppant sa mère dans la couverture avant qu'il ne se dirige vers la voiture. En route vers l'hôpital, le silence dans la voiture était oppressant, interrompu seulement par les gémissements faibles de Martha et les sanglots étouffés de la fille. Luc gardait les yeux fixés sur la route, mais ses pensées étaient en chaos. Chaque fois qu'il regardait dans le rétroviseur et voyait la fille tenant la main de sa mère, il ressentait un poids croissant dans sa poitrine. « J'aurais dû faire quelque chose plus tôt », pensa-t-il, luttant contre le sentiment de culpabilité. « Pourquoi suis-je toujours en retard ?» À leur arrivée à l'hôpital, Luc gara sans prendre la peine de chercher une place et se précipita à l'intérieur, portant Martha dans ses bras. « J'ai besoin d'aide ici », cria-t-il, attirant l'attention de tous dans la zone de réception. « Elle est malade, elle ne peut pas attendre. » Une infirmière s'approcha immédiatement, poussant un fauteuil roulant vers lui. « Mettez-la ici, » dit-elle, son ton professionnel mais pressé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Luc avec précaution, plaçant Martha dans le fauteuil roulant tandis que la fille expliquait, encore en pleurs. « Elle a des douleurs à la poitrine, elle ne peut plus boire d'eau, et puis elle s'est évanouie. » L'infirmière acquiesça, poussant déjà le fauteuil roulant dans le couloir. Mais avant de continuer, elle s'arrêta et regarda Luc. « Je dois enregistrer son admission. Avez-vous ces documents ?» Luc fronça les sourcils, irrité. « Des documents ? Elle a besoin de soins médicaux maintenant, ça ne peut pas attendre. »« Je comprends, » dit l'infirmière en essayant de rester calme, « mais j'ai besoin d'au moins quelques informations, nom complet, une pièce d'identité. » La fille balbutia, essayant de répondre mais les mots ne sortaient pas. Luc posa sa main sur son épaule, tentant de calmer sa respiration. « Ce n'est pas grave, » dit-il, « dis juste le nom de ta mère, c'est ce dont nous avons besoin. » La fille prit une profonde inspiration, encore tremblante, et parvint enfin à parler. « Elle s'appelle Martha, » dit-elle, sa voix faible mais claire. « Martha quoi ?» insista l'infirmière, déjà en train de prendre des notes. « Je ne sais pas, » répondit la fille, couvrant son visage de ses mains. « Je n'ai jamais eu besoin de dire ça avant. » Luc sentit la frustration monter mais retint l'envie de crier. Il regarda l'infirmière fermement. « Vous avez ce qu'il vous faut. Son nom est Martha. Emmenez-la à l'intérieur et commencez le traitement, le reste peut attendre. » L'infirmière hésita un instant mais réalisa qu'elle n'avait pas le choix. « D'accord, » dit-elle en se précipitant. « Je vais l'emmener en triage, vous pouvez attendre ici et nous serons informés dès que possible. » Sans plus de mots, elle fit rouler le fauteuil dans le couloir, disparaissant derrière les portes automatiques. Luc resta immobile, regardant la mère de la fille disparaître de sa vue. Il prit une profonde inspiration, tentant de rester calme mais sentant un nœud se former dans sa gorge en regardant la fille assise dans une chaise à la réception, serrant la couverture et pleurant doucement. Luc sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'empathie. Il s'approcha lentement et s'assit à côté d'elle. « Elle va bien, » dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Ils vont s'occuper d'elle maintenant, tu dois être forte. Elle a besoin que tu sois là, stable, quand elle se réveillera. » La fille le regarda avec des yeux remplis de larmes et hocha lentement la tête. « Je veux juste qu'elle aille bien, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas la perdre aussi. » Luc détourna le regard, sentant une douleur au creux du cœur. Les paroles de la fille ramenèrent des souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer pendant des années, des souvenirs de sa mère et de son sentiment d'impuissance quand il l'avait perdue.
Maintenant, il ne pouvait pas laisser l'histoire se répéter. Luc resta dans la salle d'attente de l'hôpital, les nerfs à vif, regardant le couloir où la mère de la fille avait été emmenée. Chaque seconde semblait une éternité et le silence oppressant autour faisait traîner le temps encore plus. Il ne remarqua à peine quand une ombre émergea à l'entrée principale de l'hôpital, mais lorsqu'il leva les yeux, il vit une silhouette qui lui fit sentir un malaise dans l'estomac. C'était Richard. L'homme était élégamment habillé, un sourire froid gravé sur son visage, comme si sa simple présence était un défi. Il marchait lentement vers Luc, ses chaussures coûteuses résonnant sur le sol poli. Il s'arrêta à quelques mètres, le regardant d'haut en bas comme pour évaluer le jeune homme qu'il avait autrefois connu. Richard commença, sa voix teintée de sarcasme, « Il semble que tu aimes causer des ennuis ou que tu ailles. Je savais que tu t'impliquais dans des affaires où tu ne devrais pas, mais c'est une exagération même pour toi. » Luc se leva, rencontrant les yeux de Richard avec une expression de colère. « Que fais-tu ici » demanda-t-il, sa voix basse mais chargée de tension. « Es-tu venu voir ce que tu peux encore détruire ou es-tu venu t'assurer qu'ils n'ont aucune chance ?» Richard éclata d'un rire froid, un son qui semblait résonner dans la pièce. « Calme-toi, ma chère, je ne suis pas celui qui détruit ta vie, c'est toi qui le fais toi-même en t'impliquant dans des endroits où tu ne devrais pas être. Je suis ici pour te donner une dernière chance de sauver ce qu'il reste de ta précieuse fortune. » Luc croisa les bras, essayant de contenir l'envie de foncer sur Richard. « De quoi parles-tu ? Je n'ai rien à voir avec toi ou tes sales affaires. » Richard s'inclina légèrement, le sourire disparaissant alors que ses yeux devenaient sérieux et menaçants. « Oh, mais si, tu y as un lien, Luc. Tu penses t'en être sorti tout seul, que tout ce que tu as est le fruit de ton talent et de ton travail acharné. Ne sois pas si naïf. La fortune de l'homme qui t'a adopté, ce que tu as hérité, tout cela vient d'accords faits avec moi. Ta fondation a été construite sur les mêmes pratiques que tu méprises tant, et voici la vérité, je peux tout enlever à tout moment. » Luc sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il voulait crier, nier cela, mais savait que Richard parlait rarement sans preuve. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac, révélant tous les doutes qu'il avait toujours ignorés à propos de l'homme qu'il avait adopté et du monde qu'il avait hérité. « Tu mens, » dit Luc, bien que sa voix trahissait son incertitude. « Je n'ai jamais eu besoin de toi et je n'ai jamais eu besoin de ces accords. Si tu penses pouvoir m'intimider, tu perds ton temps. » Richard fit un pas en avant, si proche maintenant que Luc pouvait sentir son parfum coûteux. « Est-ce vrai ? Alors voici mon ultimatum, garçon. Si tu veux continuer à être l'homme puissant que tu es avec ta fortune intacte, tu laisseras ces deux-là mourir. Mes hommes sont déjà en position, un simple poison et le problème disparaît. Elles sont un fardeau pour moi et aujourd'hui, je vais m'en débarrasser. Tu peux retourner à ta vie confortable sans souci ou tu peux essayer de jouer les héros et tout perdre. » Luc resta immobile, son esprit tournant. Il regarda la pièce où Martha était traitée puis Richard, la haine grandissant en lui. Mais les mots de Richard percèrent quelque chose de plus profond, la peur. La peur de perdre tout ce qu'il avait accompli, la peur de revenir à être le garçon sans rien, dépendant de la charité des autres. « C'est un jeu sale, même pour toi, » murmura Luc, serrant les poings. Richard leva un sourcil, son sourire cynique revenant. « Ce n'est pas un jeu, Luc. C'est le monde réel, un monde que tu connais trop bien. Alors fais ton choix, l'argent et le pouvoir ou elle. Et avant que tu ne commences à imaginer un plan tiré par les cheveux, souviens-toi de qui contrôle ici. Moi. » Luc baissa la tête, prenant une profonde inspiration. Il voulait se battre, crier qu'il ne céderait jamais, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. La peur et l'ambition parlaient plus fort. « Je pars, » dit-il, sa voix brisée presque à un murmure. Richard sourit triomphalement en tapotant l'épaule de Luc. « Sage décision, garçon. Très sage. » Il se retourna, revenant par l'entrée de l'hôpital, laissant Luc debout, déchiré en traîne, culpabilité et le vide qui semblait grandir en lui. Alors que Luc quittait l'hôpital, chaque pas semblait un poids insupportable. Il savait qu'il avait trahi la mémoire de sa mère et tout ce qu'elle représentait, mais pour la première fois, il savait aussi que fuir ne serait pas une solution permanente. Richard aurait pu le battre à ce moment-là, mais Luc a juré que ce ne serait pas la fin du combat. La chambre d'hôpital était empreinte de tension, le son des moniteurs cardiaques et des pas précipités remplissant l'espace. La jeune fille était assise près de la porte de la chambre où sa mère, Martha, était admise. Ses yeux étaient rouges de larmes et son esprit tournait avec des questions et des peurs. Elle ne comprenait pas pourquoi Luc était parti, les abandonnant à un moment aussi critique.
C'est alors que Richard est entré dans la pièce avec des pas calculés et une expression soigneusement feinte de sympathie. La jeune fille a levé les yeux et s'est immédiatement reculée, instinctivement méfiante. Elle savait qui il était, l'homme qui leur avait tout pris. Mais quelque chose dans son comportement semblait différent. « Bonjour, petite », dit Richard d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait imaginé. Il tenait une tasse en plastique avec un liquide clair qui scintillait sous l'éclairage brutal de l'hôpital. « J'ai entendu dire que ta mère ne se sentait pas bien. Je suis venu aider. » La fille a plissé les yeux, ressentant un nœud de doute dans son estomac. « Où est Luc ?» a-t-elle demandé, sa voix empreinte de méfiance. « Il a dit qu'il ne nous quitterait pas, il a promis. » Richard s'est penché légèrement, affichant un sourire qui semblait sincère mais portait quelque chose de troublant. « Luc est occupé, » répondit-il sur un ton qui suggérait une compréhension feinte, « mais je suis là maintenant et tu sais, je suis venu parce que je le regrette. » La fille a cligné des yeux, confuse. « Regretter quoi ?» a-t-elle demandé, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. « Tu nous as tout pris, notre maison, notre paix. Tu nous as laissés dans la rue. » Richard a soupiré dramatiquement comme s'il était profondément ému. « Je sais, petite, et je n'aurais jamais dû faire cela. Parfois, les adultes commettent de grosses erreurs parce qu'ils sont aveuglés par l'ambition, mais je veux arranger les choses. Je veux aider ta mère maintenant parce qu'elle ne mérite pas de souffrir, tu ne mérites pas de souffrir. » Il a levé la tasse en plastique, ses yeux fixés sur la jeune fille. « C'est un médicament spécial, ça aidera ta mère à se rétablir plus rapidement. Si elle boit ça, je suis sûr qu'elle ira mieux. » La fille a hésité, regardant la tasse puis Richard. Quelque chose ne semblait pas correct, mais ses mots avaient un ton séduisant, presque convaincant. « Pourquoi fais-tu ça maintenant ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. « Après tout ce que tu as fait, pourquoi veux-tu aider maintenant ?» Richard a souri mélancoliquement. « Parce que j'ai vu l'erreur de mes voix », a-t-il dit d'une voix qui semblait répéter. « Et parce que tu me rappelles quelqu'un que j'ai perdu il y a longtemps. S'il te plaît, fais-moi confiance, je veux seulement que ta mère aille bien. » Pendant que Richard parlait, l'agent de l'hôpital observait la scène avec méfiance. Elle a fait un pas vers le téléphone, mais Richard a été plus rapide. Il a sorti une liasse de billets de sa poche et l'a posée sur le comptoir, la faisant glisser doucement vers la femme. « Il n'est pas nécessaire de compliquer les choses », a-t-il dit d'un ton ferme. « Laissez-nous régler cela, tout le monde gagne. » L'agent a hésité, regardant l'argent puis Richard. Finalement, elle a pris les billets et a détourné le regard, ignorant le téléphone. La jeune fille a pris la tasse de ses mains tremblantes, encore en lutte contre le doute. Richard a placé une main sur son épaule, souriant comme pour la rassurer. « Tout ira bien, » a-t-il dit. « Prends ça pour elle, elle en a besoin maintenant. » Avec des pas hésitants, la jeune fille s'est dirigée vers la chambre de sa mère, le cœur battant. Elle a ouvert la porte lentement et a vu Martha encore allongée dans le lit, respirant difficilement. « Maman » a-t-elle chuchoté en tenant la tasse. « J'ai apporté quelque chose qui pourrait t'aider. » À chaque pas, elle sentait le poids de la décision à prendre. Les paroles de Richard résonnaient dans son esprit, mais son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Pourtant, elle a tendu la tasse, sans se rendre compte qu'elle allait prendre une décision qui changerait tout. La jeune fille est entrée dans la chambre, hésitante, tenant le verre de ses mains tremblantes. Le son des moniteurs cardiaques remplissait le silence lourd, tandis que Martha, allongée dans le lit, respirait difficilement. La jeune fille s'est approchée lentement, le cœur battant la chamade, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas, mais sans le courage de questionner sa mère. « Maman » a-t-elle chuchoté, sa voix presque inaudible. « J'ai apporté quelque chose à boire, ça va t'aider. Je pense que c'est un médicament spécial. » Martha, aveugle et affaiblie, a tourné son visage vers la voix de sa fille. Son expression était fatiguée, mais il y avait un léger sourire sur ses lèvres. « Tu prends toujours soin de moi » a-t-elle dit d'une voix faible. « Merci, mon amour, aide-moi à boire. » La jeune fille a ressenti une douleur dans sa poitrine, mais a repoussé le doute. Elle a placé le verre contre les lèvres de sa mère, l'inclinant soigneusement pour qu'elle puisse boire. Martha a pris une petite gorgée d'abord, puis une autre. Cependant, bientôt son expression a changé, ses lèvres pincées et elle a fait une légère grimace. « Ça a un goût étrange », a-t-elle dit, essayant d'identifier la saveur mais incapable de voir ce qu'elle buvait. « C'est amer, ça doit être comme ça. » La jeune fille a répondu, essayant de se convaincre, « Peut-être que c'est le médicament miracle, peut-être que c'est comme ça que ça fonctionne. » La mère ne l'a pas pris au sérieux, pensant juste que c'était de l'eau.
Pour se rassurer, la jeune fille a porté le verre à ses propres lèvres et a pris une gorgée. Le goût amer et chimique a envahi sa bouche, la faisant frissonner. C'était désagréable, mais elle a essayé de ne pas le montrer. Si c'est pour aider ma mère, a-t-elle pensé, alors je vais y croire aussi. Pendant un bref instant, tout semblait normal. Martha a reposé sa tête contre l'oreiller, respirant profondément, tandis que la jeune fille a posé le verre sur la table à côté d'elle. Cependant, quelques minutes plus tard, quelque chose a commencé à changer. Martha a froncé les sourcils, posant sa main sur son ventre. Sa respiration est devenue irrégulière et un gémissement de douleur a échappé à ses lèvres. « Fille, quelque chose ne va pas », a-t-elle dit avec difficulté. « Je ressens une brûlure, quelque chose ne va pas. » Les yeux de la jeune fille se sont agrandis, son cœur battant la chamade. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. Avant qu'elle ne puisse réagir, une douleur intense a commencé à se propager dans son propre ventre. Elle est tombée à genoux près du lit, tenant son abdomen, tandis que le verre vide sur la table semblait briller sous la lumière froide de la pièce. Toutes les deux ont commencé à gémir de douleur, leur corps tremblant tandis que la jeune fille essayait de se lever pour chercher de l'aide. « Aidez-nous » a-t-elle crié, sa voix faible mais désespérée. Martha tenait fermement la main de sa fille, ses mots devenant presque inaudibles. « Quoi ? Qu'est-ce que c'était ? Ce n'est pas normal, pas normal. » La jeune fille a essayé de répondre, mais sa vision a commencé à se brouiller et le monde autour d'elle semblait tourner. Elle sentait comme si quelque chose consommait son corps de l'intérieur et la panique s'est emparée d'elle en réalisant que peut-être le médicament était autre chose. À la porte de la chambre, Richard observait en silence, un sourire froid sur le visage. Il tenait l'argent qu'il avait donné à l'agent, jouant avec les billets comme s'ils étaient un jeu. Ceux qui défient le pouvoir finissent toujours ainsi, marmonna-t-il pour lui-même, et Luc doit comprendre que le coup de sauver les autres est de tout perdre. Alors que mère et fille luttaient pour respirer, le silence de la mort imminente planait dans l'air, promettant une tragédie que personne ne semblait pouvoir empêcher. Richard a parcouru le couloir de l'hôpital avec son arrogance habituelle. Il avait la posture d'un homme qui savait qu'il contrôlait la situation, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Ses mains étaient dans ses poches et un sourire froid se dessinait sur ses lèvres. Pour lui, c'était juste une autre victoire, une autre étape pour assurer sa suprématie. Cependant, alors qu'il approchait de la sortie, il a entendu des pas précipités résonner sur le sol. Lorsqu'il s'est retourné, il s'est retrouvé face à face avec Luc, accompagné d'un groupe d'agents de police en uniforme. Ils n'étaient pas les mêmes que ceux du commissariat corrompu qu'il avait soudoyé, ceux-ci avaient un air sévère et déterminé. Luc était en tête, ses yeux brillant d'une mixture de colère et de détermination. Il avançait d'un pas ferme, s'arrêtant à quelques mètres de Richard. « C'est fini, Richard » a-t-il dit, sa voix chargée de fureur. « Ces agents viennent de la ville voisine, ils ne travaillent pas pour toi et maintenant ils vont mettre fin à toutes tes sales combines. » Richard a regardé les agents, puis Luc, son expression d'abord surprise, mais rapidement remplacée par un sourire moqueur. Il a ri, un son froid et tranchant qui résonnait dans le couloir. « Tu penses que ça compte » a-t-il demandé en croisant les bras. « Tu es trop en retard, gamin. » Luc a froncé les sourcils mais n'a rien dit. Richard a fait un pas en avant, se penchant légèrement pour faire face à Luc avec un regard rempli de mépris. « Ils ont déjà bu le poison, les deux » a-t-il dit d'une voix presque désinvolte. « Ta mère aveugle et la fille qu'elle a adoptée seront mortes dans quelques minutes et il n'y a rien que tu puisses faire. Alors vas-y, arrête-moi si ça te fait sentir mieux, le jeu est déjà terminé. » Les mots de Richard sont tombés comme une bombe. Luc a ressenti un nœud se serrer dans sa gorge alors que les pièces commençaient à s'assembler. « Qu'est-ce que tu as dit » a-t-il demandé d'une voix basse mais chargée de colère. Richard a haussé un sourcil avec un sourire pervers. « Tu m'as entendu » a-t-il répondu. « Après que tu sois venu me chercher pour jouer les héros, je me suis assuré de découvrir plus sur ces deux-là. C'est là que j'ai réalisé qui est vraiment Martha, ta mère, Luc. Ta faiblesse, la femme qui t'a façonné, et je ne peux pas permettre que quelque chose d'aussi pathétique continue d'exister. Elle devait mourir et la fille, eh bien, elle était juste un obstacle. Rien de personnel. » Luc a senti le sol disparaître sous ses pieds. Le mot « mère » résonnait dans son esprit comme le tonnerre. Il a fait un pas en arrière, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Martha était sa mère, la femme qu'il avait aidée sans savoir qui elle était, la même qui luttait maintenant pour sa vie dans la chambre d'Accent grave côté. « Tu savais » a-t-il marmonné, sa voix remplie d'incrédulité. « Tu savais et tu voulais toujours la tuer » a-t-il ajouté. Richard a de nouveau ri,
plus fort cette fois. Bien sûr, a-t-il dit sur un ton mêlant mépris et satisfaction. Martha est un symbole de faiblesse, Luc, la faiblesse que tu as héritée d'elle. Elle représente tout ce que tu as essayé d'enterrer et maintenant, finalement, elle va disparaître avec la fille qu'elle protège tant. Tu devrais me remercier de t'avoir libéré de ça. Luc a senti la colère bouillonner en lui comme jamais auparavant. Il a serré les poings, ses yeux fixés sur Richard tandis que les agents l'entouraient, prêts à agir. Tu es un monstre, a-t-il dit, sa voix basse et pleine de haine, et je vais m'assurer que tu ne blesses plus jamais personne. Tu penses avoir gagné, mais ce n'est pas encore fini. Richard a simplement haussé les épaules, son sourire froid restant. Fais ce que tu veux, gamin, a-t-il répondu calmement. Mais n'oublie pas que ton temps est compté et c'est quelque chose que ta colère ou la police ne peut pas changer. Luc a crié un son qui a résonné dans le couloir, rempli de désespoir et de fureur. Il savait qu'il devait agir rapidement, mais il savait aussi que Richard avait planifié chaque détail pour le laisser impuissant. Pourtant, quelque chose en lui, un désir viscéral de protéger les deux, l'a poussé à se battre jusqu'au bout. Alors que les agents menottaient Richard, Luc a couru vers la chambre de Martha et de la fille, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Il savait qu'il ne pouvait pas perdre une seconde de plus, leur vie en dépendait. Le son des menottes se fermant autour des poignets de Richard a été étouffé par le tumulte de l'hôpital. Luc l'a à peine remarqué lorsque les agents l'ont escorté dehors, son esprit concentré sur une seule chose, sauver Martha et la fille. La révélation que Martha était sa mère tournait encore dans sa tête, mais il n'avait pas le temps de traiter la vérité. La chose la plus importante était de s'assurer qu'elle survive. Luc a couru à travers les couloirs, bousculant infirmières et patients sans se soucier des regards qui l'attiraient. Lorsqu'il est arrivé à la chambre, il a trouvé des médecins et des infirmières autour des deux, les machines bipant en alerte. Martha était pâle, son corps mou, tandis que la fille, bien que consciente, tremblait et gémissait de douleur en se tenant fermement le ventre. « Que se passe-t-il » a-t-il crié désespérément en essayant de se rapprocher. Un des médecins l'a arrêté, posant ses mains sur ses épaules. « S'il vous plaît, monsieur, nous avons besoin que vous vous calmiez, nous faisons tout ce que nous pouvons. » « Ils ont été empoisonnés » a répondu Luc d'une voix chargée d'urgence. C'était Richard, cet homme qui vient d'être arrêté. Il a mis du poison dans ce qu'elles ont bu. Le médecin a hoché la tête, déjà conscient de la gravité de la situation. « Nous avons reçu l'information » a-t-il dit en donnant rapidement des ordres aux infirmières. Elles essayaient d'identifier la substance exacte pour administrer l'antidote, mais nous avons besoin de temps. Honnêtement, nous ne savons pas combien elles en ont. Luc a eu l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Il a regardé Martha, connectée à des tubes et des moniteurs, puis la fille qui le regardait avec des yeux remplis de larmes. « Tu vas les sauver, n'est-ce pas » a-t-il demandé, sa voix vacillant presque en suppliant. « S'il te plaît, dis-moi que tu peux faire quelque chose. » Le médecin a pris une profonde inspiration, son expression grave. « Nous faisons de notre mieux, mais leur état est critique. La mère, elle est très faible, elle pourrait ne pas s'en sortir si le poison atteint les organes vitaux. La fille a une meilleure chance, mais elle a besoin d'un traitement immédiat. » Luc a secoué la tête désespérément. Il ne pouvait pas perdre Martha maintenant qu'il savait qui elle était, et il ne pouvait pas laisser la fille mourir après tout ce qu'elle avait enduré. Il s'est tourné vers l'équipe médicale, ses yeux brillants de détermination. « Faites tout ce qu'il faut » a-t-il dit. « Je paierai tout ce que cela coûte. Faites venir les meilleurs spécialistes, les meilleurs équipements, peu importe le coût. Je veux juste qu'elle survive. » Les mots de Luc ont fait hésiter le médecin un instant, mais il s'est rapidement remis en action, criant des ordres pour accélérer le processus. Les infirmières se sont précipitées pour préparer les médicaments tandis que d'autres collectaient des échantillons de sang pour identifier le poison. Luc est resté près de la porte, les poings serrés, se sentant impuissant. Il détestait ce sentiment, le même désespoir qu'il avait ressenti lorsqu'il avait perdu sa mère biologique des années auparavant. Pendant que l'équipe médicale travaillait, Luc s'est approché du lit de la fille, s'agenouillant à côté d'elle. Il a pris sa main, essayant de ne pas montrer la peur qu'il ressentait. « Tu vas t'en sortir » a-t-il dit d'une voix basse mais chargée d'émotion. « Je promets que je ne laisserai rien t'arriver, ni à toi ni à ta mère. » La fille l'a regardé, des larmes coulant sur son visage. « Tu penses qu'elle va s'en sortir » a-t-elle demandé, sa voix faible mais pleine d'espoir. Luc a avalé difficilement, luttant pour trouver les bons mots. « Elle est forte » a-t-il dit, essayant de croire ce qu'il disait, « et toi aussi. Tu vas t'en sortir, je te le promets. Je ferai tout ce qu'il faut pour m'en assurer. »
Les minutes suivantes ont semblé des heures. Les médecins ont travaillé sans relâche, administrant des médicaments et surveillant les signes vitaux des deux. Martha était stable, mais la lutte pour la maintenir en vie était évidente. La fille, bien que consciente, a commencé à montrer des signes de faiblesse, sa respiration ralentissant et ses yeux se fermant involontairement. Finalement, le médecin en chef de l'équipe s'est approché de Luke, son attitude sérieuse. « Nous avons identifié le poison », a-t-il dit. « Nous administrons l'antidote maintenant, mais il y a encore des risques. La mère est dans un état critique et les prochaines heures seront cruciales. Quant à la fille, elle a de meilleures chances, mais elle a besoin d'une surveillance constante. » Luke a hoché la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il a regardé Martha, connectée à des tubes et des machines, et a ressenti une vague de culpabilité et de colère. Tout cela était la faute de Richard, mais aussi la sienne. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il jurait de tout faire pour arranger les choses dans le présent. Alors que Luke observait les deux se battre pour leur vie, une chose devenait claire. Il ne se reposerait pas tant que la justice n'aurait pas été rendue et que Martha et la fille n'auraient pas eu une chance de vivre une vie libre de la terreur que Richard leur avait infligée. Le matin s'est levé froid et silencieux, un contraste cruel avec le tumulte de la nuit précédente. L'hôpital était calme, mais pour Luke, chaque seconde semblait porter le poids d'une éternité. Il était assis dans la salle d'attente, les coudes reposant sur ses genoux et les mains couvrant son visage. Il ne pouvait pas se défaire de l'anxiété et de la culpabilité qui le consumaient. Une infirmière s'est approchée à pas hésitants et Luke a levé les yeux. Son attitude était sérieuse, mais il y avait une lueur de compassion dans ses yeux. « Monsieur » a-t-elle commencé d'une voix basse, presque en chuchotant, « j'ai une mauvaise nouvelle. Martha n'a pas survécu. Nous avons tout fait ce que nous pouvions, mais le poison était trop puissant pour son corps. Nous sommes désolés. » Les mots ont été comme un coup de poing. Luke est resté immobile un instant, ses yeux fixés sur l'infirmière comme s'il s'attendait à ce qu'elle dise autre chose, mais il n'y avait rien d'autre à dire. Martha était morte. Il a baissé la tête, serrant les poings, une vague de colère et de tristesse le submergeant. « Et la fille ? Caroline ?» a-t-il demandé, sa voix pleine de peur. L'infirmière a hésité, mais cette fois, son expression était plus optimiste. « Elle est hors de danger », a-t-elle dit. « Elle a encore besoin de soins, mais l'antidote a fonctionné. Elle va s'en sortir. » Luke a fermé les yeux, ressentant un soulagement amer. Il était heureux que Caroline soit vivante, mais la perte de Martha pesait lourdement sur son cœur. Elle était sa mère, la femme qu'il n'avait jamais vraiment connue, et maintenant elle ne le serait plus jamais. Il s'est levé lentement et s'est dirigé vers la chambre de Caroline. Il a vu la jeune fille assise dans son lit, une couverture tirée jusqu'à ses épaules, les yeux rouges de larmes. Lorsqu'elle a vu Luke, des larmes ont commencé à couler sur son visage. « Elle est partie, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, sa voix faible mais chargée de tristesse. Luke a hoché la tête, s'approchant du lit. Il s'est assis à côté d'elle, essayant de trouver des mots pour la consoler, mais tout semblait insuffisant. « Oui, » a-t-il dit enfin, « elle est partie, mais tu es là. Tu es vivante et c'est ce qu'elle voulait le plus. » Caroline a secoué la tête, des larmes tombant dans ses genoux. « C'est de ma faute » a-t-elle chuchoté. « Si je ne lui avais pas donné cette tasse, si j'avais réalisé que c'était du poison, elle serait encore là. » Luke a ressenti une douleur dans sa poitrine en entendant ces mots. Il a placé une main sur l'épaule de Caroline, la serrant légèrement comme s'il voulait lui transmettre de la force. « Ne dis pas ça » a-t-il répondu d'une voix ferme. « Tu ne savais pas, Richard t'a trompé tout comme il a trompé tant d'autres. Ce n'est pas de ta faute. C'est lui qui a fait ça, pas toi. » Caroline a regardé Luke, ses yeux remplis de douleur et de doute. « J'aurais dû comprendre, j'aurais dû faire quelque chose de différent, » a-t-elle dit. Elle me faisait confiance et je l'ai laissé tomber. Luke a pris une profonde inspiration, luttant pour contrôler ses propres émotions. « Tu es juste une enfant, » a-t-il dit doucement, « et pourtant tu as fait tout ce que tu pouvais pour sauver ta mère. C'est plus que ce que beaucoup d'adultes feraient. Martha savait combien tu l'aimais et elle est partie en sachant cela, c'est ce qui compte. » Un silence a régné dans la pièce. Caroline a reposé sa tête sur l'épaule de Luke, cherchant du réconfort. Il a passé son bras autour d'elle, la tenant doucement comme s'il voulait la protéger de toute la douleur du monde. « Je promets, » a-t-il dit, sa voix pleine de détermination, « que je prendrai soin de toi, Caroline. Je ne laisserai rien d'autre t'arriver. Martha était aussi ma mère et je l'ai échouée, mais je ne t'échouerai pas. » Caroline l'a regardée, surprise. « Ta mère ?» a-t-elle demandé d'une voix fine. Luke a hoché la tête, les yeux remplis de larmes.
Oui, a-t-il dit. J'ai découvert hier et maintenant je sais que j'ai la responsabilité d'honorer sa mémoire en prenant soin de toi. Nous allons surmonter cela ensemble, je te le promets. Caroline n'a pas répondu immédiatement, mais elle a serré Luc contre elle, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse également. Et à ce moment-là, ils ont tous les deux trouvé un peu de réconfort au milieu de la douleur. Alors que Luc tenait Caroline, il a juré de rendre justice pour Martha et pour toutes les personnes qui avaient souffert aux mains de Richard. Il avait beaucoup perdu, mais il avait encore une chance de remettre sa vie sur une voie différente et de donner à Caroline l'avenir qu'elle méritait. Les mois ont passé depuis cette nuit fatidique à l'hôpital et la vie de Luc avait changé à jamais. L'incarcération de Richard a marqué le début d'une enquête majeure qui a ébranlé les fondations de la corruption dans la ville. Avec les preuves présentées par Luc et le soutien de la police de la ville voisine, un vaste réseau de corruption et d'extorsion a été démantelé. Richard a été condamné à la réclusion à perpétuité pour ses crimes, sans possibilité d'appel. Les policiers corrompus de la ville ont également été traduits en justice, arrêtés et déchus de leurs insignes. Luc a observé tout cela avec un mélange de satisfaction et de tristesse. Il savait que c'était la justice que Martha et tant d'autres victimes méritaient, mais cela n'effaçait pas la douleur de sa perte. Pourtant, quelque chose le maintenait en vie, Caroline. La jeune fille était devenue son tournant, la raison pour laquelle il avait choisi de reconstruire sa vie différemment. Ce jour-là, Luc était chez lui, assis dans le jardin qu'il avait rénové spécialement pour Caroline. Il la regardait courir parmi les fleurs, souriant à nouveau après tant de douleur. Elle portait encore des cicatrices émotionnelles, mais le temps passé avec Luc et l'environnement sûr qu'il lui avait offert l'aidait à retrouver le bonheur. « Luc, Caroline a trouvé une rose », a-t-elle crié en tenant une rose qu'elle avait cueillie. « Regarde ce que j'ai trouvé, n'est-ce pas magnifique ?» Luc a souri. Quelque chose qu'il fait plus souvent maintenant. « C'est magnifique, Caroline », a-t-il répondu en se penchant pour prendre la fleur de ses mains. Tout comme toi, tu sais, Martha serait tellement fière de toi. Caroline a souri, mais ses yeux sont devenus humides. Elle me manque, a-t-elle dit doucement. Mais je pense qu'elle est heureuse là où elle est maintenant et que j'ai toi. Luc a pris une profonde inspiration, ressentant le poids et la joie de ses mots. Et j'ai toi, a-t-il dit en plaçant la rose dans un vase au centre de la table. Faisons de cela une tradition, Caroline. Prenons soin de ce jardin ensemble en son honneur. Avec le temps, Luc a également changé son approche des affaires. Il a transformé son entreprise en une organisation qui aidait les personnes en difficulté, offrant de réelles opportunités à ceux qui avaient tout perdu. Il a créé un fonds d'assistance pour les victimes de crimes comme ceux commis par Richard, s'assurant qu'aucun enfant ne traverse ce qu'il et Caroline avaient affronté. Sa réputation a complètement changé, passant d'un millionnaire arrogant et froid à un homme connu pour sa générosité et son empathie. Il fréquentait les quartiers les plus pauvres, investissant dans l'éducation et ouvrant des portes pour que les jeunes puissent avoir un avenir meilleur. Cette nuit-là, Luc était assis avec Caroline sur le porche, regardant les étoiles. La jeune fille était enveloppée dans une couverture, s'appuyant contre son épaule. Le silence était confortable et Luc ressentait une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Caroline, » a-t-il dit, brisant le silence, « penses-tu que Martha savait que tu étais son fils ? Que tu l'aidais parce qu'au fond, vous aviez ce lien ?» Luc a souri, s'accordant une pause pour regarder les étoiles brillantes dans le ciel clair de cette nuit calme. « Je pense que oui, Caroline, » a-t-il répondu, sa voix chargée d'une émotion qu'il pouvait à peine contenir. D'une certaine manière, je pense qu'elle le savait. Même si elle ne l'a jamais dit en mots, je crois qu'elle a senti, ressenti, et même si elle ne savait pas que j'étais son fils, je suis sûr qu'elle savait quelque chose de plus grand, que tu étais importante pour moi, qu'il y avait un but dans tout cela. Il s'est arrêté brièvement, sentant le vent froid toucher son visage. Martha a toujours eu un grand cœur, plus grand que n'importe quel obstacle que la vie lui mettait en travers. Elle affrontait des choses que je ne peux même pas imaginer et pourtant, elle continuait de se battre, de prendre soin de toi, de t'aimer inconditionnellement. C'est pourquoi, dorénavant, nous honorons sa mémoire chaque jour, non seulement par des mots mais par des actions, en faisant du bien, en aidant les autres comme elle t'a aidé. Cela sera son héritage. Caroline a regardé Luc avec une lueur dans les yeux mêlant tristesse et espoir. Elle s'est blottie plus près, ressentant la chaleur de la couverture et la sécurité de sa présence. « Je pense qu'elle serait très fière de toi, Luc », a-t-elle dit d'une voix douce mais pleine de conviction. « Tu as tellement changé. Avant, j'avais peur de toi, mais maintenant, tu es une bonne personne et je savais que cela arriverait. » Ces mots ont profondément touché le cœur de Luc,
apportant une sensation de légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. C'était comme si un énorme poids avait été levé de ses épaules, comme s'il pouvait enfin respirer sans culpabilité. Pour la première fois depuis qu'il avait perdu sa mère biologique, il sentait qu'il était sur la bonne voie, qu'il avait redécouvert le sens de la vie avec un but. Il a regardé Caroline, puis les étoiles au-dessus d'eux, si sereines et distantes mais toujours constantes, comme si elles éclairaient son chemin. « Je promets, maman », a-t-il murmuré doucement, presque comme une prière. « Je ne laisserai jamais l'obscurité me consumer à nouveau. J'honorerai ton nom, je protégerai Caroline et je vivrai d'une manière dont tu serais fier de moi, où que tu sois. C'est ma promesse. Et je ne faillirai pas. » Un silence a envahi la pièce, mais c'était un silence réconfortant chargé de sens. Luc a regardé Caroline à nouveau et a passé son bras autour d'elle, l'attirant plus près alors qu'elle fermait les yeux. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il avait le pouvoir entre ses mains de façonner l'avenir et pour la première fois, il était déterminé à le faire avec gentillesse, force et l'amour que Martha lui avait enseigné. Même sans s'en rendre compte, à ce moment-là, Luc n'était plus l'homme brisé par la haine et la culpabilité. Il avait trouvé la rédemption, non seulement pour lui-même mais aussi pour l'héritage de sa mère. Enfin, il était devenu l'homme que Martha et Caroline pouvaient admirer, quelqu'un capable d'inspirer le bien chez les autres et de vivre avec un cœur ouvert. Un bon homme, enfin,